Le son doux d'un piano emplissait l'air, se mêlant au tintement discret des couverts contre la porcelaine. Pour Ramon, c'était le son de la paix. Au milieu d'un emploi du temps chaotique de réunions, de décisions valant des millions et de la pression constante d'être au sommet, son déjeuner quotidien dans ce petit bistrot français élégant était un sanctuaire. C'était un coin de tranquillité dans son monde bruyant. La nourriture était impeccable, l'ambiance sereine, mais la véritable raison de sa fidélité au lieu avait un nom, Louise. Elle se déplaçait dans la salle avec une grâce qui semblait chorégraphiée. Elle n'était pas seulement une serveuse, elle était l'âme de cet endroit. Ses cheveux sombres étaient toujours attachés en un chignon élégant et ses yeux noisettes émanèrent de la gentillesse. Elle n'avait jamais besoin d'un bloc-notes pour la commande de Ramon. L'habituel monsieur Ramon, demandait-elle avec un sourire qui semblait illuminer le coin le plus sombre de la salle. « Vous savez que oui, Louise. C'est la meilleure partie de ma journée, » répondait-il, sentant la tension sur ses épaules se dissiper. C'était toujours un filet de bœuf à la moutarde de Dijon, saignant, avec un gratin dauphinois, et toujours un verre de vin rouge de la maison. Leur conversation était brève, professionnelle, mais chargée d'une familiarité confortable. Elle s'enquérait de sa journée et lui de la sienne. C'étaient de petites îles de normalité dans sa vie extraordinaire. Louise ne le voyait pas comme le millionnaire en couverture des magazines d'affaires, mais simplement comme Ramon, le client de la table 7 qui aimait son steak d'une manière spécifique. Et lui, à son tour, voyait en elle une personne réelle, quelqu'un dont le sourire n'était pas à vendre, et dont la gentillesse était un cadeau, pas une formalité. Cependant, cette paix était brutalement interrompue une fois par mois. La tradition était immuable, le dîner mensuel avec sa fiancée Isabelle et ses parents Jean-Pierre et Catherine. Le décor était le même bistrot élégant, mais l'atmosphère se transformait complètement. L'air auparavant léger et accueillant devenait dense, lourd, chargé de formalités et d'attentes tacites. La première chose que Ramon remarquait était l'absence de Louise. Lors de ces dîners, elle n'était jamais là. Le service était assuré par un autre serveur, un homme plus âgé, efficace, mais sans la chaleur humaine de Louise. Ramon avait même demandé après elle une fois. « C'est son jour de congé », avait répondu sèchement le serveur, mettant fin à la conversation. Cela semblait une coïncidence improbable, mais Ramon, perdu dans son désir de plaire à sa nouvelle famille, laissait passer. Isabelle était la personnification de l'élégance, belle, cultivée, avec un sourire qui pouvait désarmer des armées. Ramon l'aimait, ou du moins aimait l'idée qu'il s'en faisait. Il aimait la façon dont elle semblait compléter sa vie, la touche de sophistication qu'elle apportait. Ses parents, Jean-Pierre et Catherine, étaient d'une ancienne lignée française et tenaient à ce que tout le monde le sache. Jean-Pierre était un homme grand, à la posture impeccable et au regard qui semblait évaluer le prix de tout et de tout le monde. Catherine était l'image de la matriarche européenne avec ses colliers de perles et un air de supériorité subtile. Et alors commençait le spectacle. « Ah !» disait Jean-Pierre à Isabelle juste après l'arrivée des apéritifs, « Je me suis souvenu de cette histoire de notre cousin à Avignon. C'est incroyable !» Et ainsi, le rideau de fer de la langue s'abattait sur la table. La conversation coulait dans un français rapide et mélodique, laissant Ramon complètement isolé. Il ne comprenait pas un seul mot. Tout ce qu'il pouvait faire était sourire, hocher la tête et essayer de déchiffrer leur langage corporel. Il voyait les regards complices échangés entre les trois. Il voyait les sourires contenus de Catherine, les gestes expansifs de Jean-Pierre et le rire délicat d'Isabelle. Il n'était pas seulement en train de converser, il se connectait à un niveau qu'il ne pourrait jamais atteindre et semblait insister pour le souligner. De temps en temps, Isabelle se tournait vers lui, posant sa main sur la sienne. « Ne t'inquiète pas, mon amour, juste des banalités familiales. Papa raconte une histoire sur un vignoble. » disait-elle, sa voix sonnant comme une consolation répétée. Mais Ramon n'était pas stupide. Il avait bâti un empire à partir de rien, basé sur sa capacité à lire les gens et les situations. Il voyait la différence entre la conversation futile et l'éclat dans les yeux de Jean-Pierre quand il regardait dans sa direction et disait quelque chose qui faisait lâcher un petit rire étouffé à Catherine. Il se sentait comme un objet exposé, une curiosité dont il discutait ouvertement, protégé par la barrière de la langue. La sensation était humiliante, un nœud d'impuissance se formant dans son estomac. « Pourquoi ne parlez-vous pas en portugais pour que je puisse participer ?» demanda-t-il à Isabelle un soir dans la voiture en rentrant à la maison.
Je me sens complètement étranger. Isabelle soupira, un son long et fatigué, comme si sa question était un fardeau. Ramon chéri, tu es si sensible. C'est leur langue maternelle. Parfois les mots coulent simplement. C'est plus naturel. Ce n'est pas à propos de toi. Ce ne sont que des affaires de famille, de vieilles choses ennuyeuses qui ne t'intéresseraient pas. Il voulait la croire. Il regardait désespérément son visage, si parfaitement beau sous les lumières de la ville, et se forçait à ravaler ses doutes. Il l'aimait. Il était sur le point de l'épouser. C'était la famille qu'il choisissait. Et si le prix à payer pour cette vie parfaite était de se sentir idiot une fois par mois, peut-être que cela en valait la peine. Du moins, c'est ce qu'il se disait. Tandis que l'écho des rires en français résonnait encore dans ses oreilles, un rappel constant qu'à cette table, il était et serait peut-être toujours un étranger. La nuit tomba sur Sao Paulo, et avec elle le poids familier sur la poitrine de Ramon. C'était le 3e jeudi du mois, la nuit du dîner. Tandis qu'il ajustait le nœud de sa cravate dans le miroir du hall d'entrée, il voyait Isabelle derrière lui, finissant d'attacher une boucle d'oreille en diamant qu'il lui avait offerte pour son anniversaire. Elle était éblouissante dans une robe de soie bleue qui rehaussait la couleur de ses yeux. « Prêt, mon amour ?» demanda-t-elle, sa voix un velours doux. « Toujours prêt pour toi ?» répondit-il, forçant le sourire qu'elle attendait. Le trajet jusqu'au bistrot fut rempli de la conversation légère et superficielle d'Isabelle sur les préparatifs du mariage. Le lieu sur la côte d'Azur, les fleurs, la liste d'invités qui semblait composée majoritairement de parents et d'amis éloignés d'elle. Ramon se contentait d'acquiescer, son esprit se préparant déjà à la désapprobation qui l'attendait. Il aimait Isabelle, mais détestait ses soirées. Il détestait la sensation d'être un accessoire coûteux, exhibé, mais pas vraiment inclus. En entrant dans le restaurant, ils furent accueillis par le maître d'hôtel, qui les conduisit à leur table habituelle, la meilleure de la maison, avec vue sur le petit jardin intérieur. Jean-Pierre et Catherine étaient déjà là, une coupe de champagne à la main, ressemblant à un couple royal sur leur trône. Les politesses furent échangées, baisers dans l'air, sourires polis. Le serveur habituel, l'homme aux cheveux gris et au visage sévère, n'était nulle part. À sa place, un jeune homme qui semblait nerveux s'approcha. « Bonsoir, malheureusement. Antoine est tombé malade ce soir. Je m'occuperai de vous, » dit-il s'en mêlant un peu avec les menus. Jean-Pierre le congédia d'un geste de la main presque imperceptible. « Apportez-nous une autre bouteille du même champagne. » Ramon sentit une pointe de déception. Au moins la familiarité de l'ancien serveur était une constante. Maintenant, même cela avait changé. Il se prépara à l'isolement linguistique, à la longue nuit de sourires vides. Mais alors le jeune serveur revint, non pas avec le champagne, mais avec une expression d'excuse. « Pardon, messieurs, dames, mais ma collègue va prendre votre table. » Elle a plus d'expérience avec la cave. Et comme sortie d'un rêve, Louise apparut. Le cœur de Ramon fit un bond. Un soulagement sincère et chaleureux l'inonda. Elle était là, son oasis de normalité, vêtue du même uniforme noir impeccable, le même sourire discret aux lèvres. Leurs yeux se rencontrèrent pendant une brève seconde, et il vit un éclair de surprise dans les siens aussi. « Louise, quelle bonne surprise. Je ne savais pas que vous travailliez le soir, » dit Ramon, son ton plus animé qu'il ne l'avait été de toute la journée. « Parfois, quand ils ont besoin de moi, c'est un plaisir de vous voir, monsieur Ramon. Et bonsoir à tous, » dit-elle, sa voix calme et professionnelle. Tandis qu'elle distribuait les menus avec une efficacité silencieuse, Isabelle lança un regard curieux à Ramon, un sourcil parfaitement arqué. « Vous vous connaissez ? Louise s'occupe de mes déjeuners ici. Elle est la meilleure. » expliqua-t-il, se sentant étrangement fier. Pendant un moment, le dîner parut différent. La présence de Louise était un réconfort, un pont vers son monde familier. Elle nota les commandes de boissons avec sa grâce habituelle. Mais Ramon, observateur attentif par nature, remarqua quelque chose. Il y avait une raideur dans ses épaules qu'il n'avait jamais vue auparavant. Le sourire n'atteignait pas complètement ses yeux. Elle semblait tendue. Ce fut lorsque les plats principaux furent servis que l'inévitable se produisit. Jean-Pierre, après avoir bu une gorgée de son vin rouge coûteux, s'essuya les lèvres avec la serviette en lin et se tourna vers Catherine. « Alors, ma chère, les nouvelles de l'avocat sont prometteuses. » commença-t-il en français. Et ce fut comme si un interrupteur avait été actionné. Le visage de Louise, qui se penchait pour servir de l'eau à Ramon, perdit toute couleur. Ce fut un changement subtil, mais pour Ramon qui l'observait, ce fut comme voir une statue se fissurer.
Sa main tenant la carafe d'argent trembla pendant une fraction de seconde. Elle se redressa brusquement, murmura un « excusez-moi » et s'éloigna de la table presque trop rapidement. La conversation en français dominait maintenant la table. Catherine répondait à Jean-Pierre, gesticulant avec élégance. Isabelle intervenait, riant de quelque chose que son père avait dit. Ramon était une fois de plus sur son île solitaire. Mais cette fois, son attention n'était pas sur eux. Elle était sur Louise. Il la voyait de l'autre côté de la salle, près du bar, faisant semblant de polir des verres à vin. Ses mouvements étaient mécaniques et son regard était fixé sur le néant. Elle était pâle comme un fantôme. Que pouvait-il s'être passé? Était-ce quelque chose qu'il avait dit? Peut-être se sentait-elle mal. L'inquiétude commença à ronger le bord de sa propre humiliation. Il essaya d'attirer son attention, mais elle semblait éviter activement de regarder dans la direction de sa table. Le dessert fut commandé, une crème brûlée pour les dames et un soufflé au chocolat pour les hommes. Louise apporta les plats, ses mains maintenant visiblement tremblantes. Elle posa l'assiette de Ramon devant lui, sans dire un mot, sans le traditionnel bon appétit. Ses yeux étaient baissés, concentrés sur sa tâche avec une intensité désespérée. « Excusez-moi », dit Ramon repoussant sa chaise, « je dois aller aux toilettes. » Le soulagement d'échapper à cette table, même pour quelques minutes, était immense. Il marcha dans le couloir qui menait aux toilettes, le son du piano et des conversations disparaissant derrière lui. Le couloir était faiblement éclairé, décoré de photographies en noir et blanc de Paris. C'était silencieux. Alors qu'il n'était qu'à quelques pas de la porte, une ombre bougea. Une main agrippa son bras avec une force surprenante. Il se retourna, le cœur battant, et se retrouva face à Louise. Ses yeux, normalement si calmes et gentils, étaient écarquillés, remplis d'une émotion qu'il ne pouvait déchiffrer. Peur, urgence, panique. « Ramon », murmura-t-elle. Et l'utilisation de son prénom sans le « monsieur » le choqua autant que la poigne sur son bras. Sa voix était un souffle tremblant. « Écoutez-moi attentivement. Ne retournez pas à cette table. Vous devez partir d'ici. Vous devez partir d'ici maintenant. » Ramon resta sans voix, regardant son visage, la sincérité terrifiée dans ses yeux. « Louise, que se passe-t-il? Vous allez bien ?» Elle secoua la tête impatiemment et regarda par-dessus son épaule, comme si elle craignait d'être entendue. « Il n'y a pas le temps de tout expliquer. Faites-moi juste confiance. S'il vous plaît. »« Vous faire confiance? Pourquoi? Qu'est-ce qui... » Elle l'interrompit, sa voix baissant encore plus mais gagnant un fil d'acier. « Ma mère est française. J'ai grandi en parlant la langue à la maison. Je suis bilingue. » Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. J'ai compris tout ce qu'ils ont dit, chaque mot, et ce n'étaient pas des affaires de famille. Ses yeux se remplirent de larmes, mais sa voix resta ferme. Ils parlèrent de vous. Les mots de Louise planèrent dans l'air raréfié du couloir, plus percutants qu'un cri. Ils parlaient de vous. Le cerveau de Ramon luttait pour traiter l'information, pour connecter la femme terrifiée devant lui avec la serveuse sereine qui lui servait le déjeuner. Le son du piano, auparavant un baume, semblait maintenant une bande-son moqueuse venant de la salle, où la farce continuait. « Quoi? Il disait quoi ?» réussit-il à demander, sa voix un murmure rauque. « Isabelle ne ferait pas ça. Vous avez du mal comprendre. » C'était un réflexe, une défense désespérée du monde qu'il avait construit avec tant de soin. Les yeux de Louise brillèrent d'une urgence féroce. « Ramon, s'il vous plaît, nous n'avons pas le temps. Quelqu'un peut sortir à tout moment. » Elle regarda de côté, sa paranoïa devenant contagieuse. « Venez avec moi, vite !» Sans attendre de réponse, elle le tira par le couloir de service, ouvrant une porte métallique qui les engloutit dans un univers complètement différent. L'air froid et parfumé du restaurant fut remplacé par une vague de chaleur. L'odeur d'ail, de beurre et de métal chaud et une cacophonie de casseroles qui s'entrechoquaient, d'ordres criés et du bourdonnement d'extracteurs géants. Ils étaient dans la cuisine. Pour Ramon, c'était comme traverser un portail. Lui qui ne connaissait que la façade polie de la salle était maintenant dans les coulisses, où la magie était faite avec sueur et feu. Louise le guida entre des chefs aux toques hautes et des assistants pressés qui remarquèrent à peine la présence de l'homme dans son costume coûteux. Elle l'emmena dans un coin plus éloigné, près de la porte du réfrigérateur industriel, où des caisses de légumes frais étaient empilées. Là, le bruit était un peu plus étouffé, et ils étaient enveloppés dans une semi-intimité créée par le désordre organisé. Elle lâcha finalement son bras, mais son regard le maintint captif. Elle prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait le courage de prononcer une sentence.
Il vous appelle le fou brésilien, dit-elle, les mots en français sonnant comme du poison. L'idiot brésilien. Ramon sentit un coup de poing dans l'estomac. Ce surnom expliquait tout. Il expliquait les sourires contenus, les regards en coin, la condescendance voilée. Ce n'était pas seulement une barrière linguistique, c'était un mur de mépris. Il trinquait, continua Louise, sa voix tremblante d'indignation contenue, trinquait au succès du plan. Jean-Pierre se vantait de la facilité avec laquelle vous êtes manipulable. Il a dit que votre besoin d'avoir une famille vous a rendu aveugle, que vous achèteriez n'importe quelle histoire qu'il vous vendrait. Chaque mot était un éclat de verre déchirant les souvenirs heureux qu'il avait. Il se souvint de la première fois qu'il avait rencontré les parents d'Isabelle, à quel point il s'était efforcé de les impressionner, le soulagement qu'il avait ressenti lorsqu'ils avaient semblé l'accepter. Maintenant, il voyait cette acceptation pour ce qu'elle était vraiment, l'évaluation d'une cible. Plan? Quel plan? Demanda Ramon, bien qu'une partie de lui, la partie instinctive qui avait fait de lui un maître des affaires, était déjà en train de connecter les points avec une vitesse alarmante. Le mariage, dit Louise, les yeux embués de compassion, ce n'est pas une question d'amour, Ramon, c'est une question de votre argent. Tout a été planifié par Isabelle. C'est elle qui a tout orchestré. Elle s'est approchée de vous dans ce seul but. Non. Le mot cria dans sa tête, mais ne put sortir de ses lèvres. Pas son Isabelle. L'Isabelle qui le réconfortait après une journée difficile. L'Isabelle qui chuchotait des plans sur leur avenir dans l'obscurité de la nuit. L'Isabelle dont le visage était la première chose qu'il voulait voir le matin. Comme si elle lisait dans ses pensées, Louise continua, sa voix maintenant ferme, exposant la vérité nue et crue. Leur plan est de finaliser le mariage, de vous emmener en France pour la lune de miel. Là-bas, ils ont un avocat, un cousin éloigné qui a préparé une série de documents. Ils ont l'intention de vous les faire signer, en disant que ce sont des formalités pour acheter une maison de vacances pour vous sur la Côte d'Azur. Un cadeau de mariage, 2 pour vous. Ramon sentit l'air se raréfier. Il se souvenait de cette conversation. Isabelle avait mentionné avec désinvolture il y a quelques semaines le rêve d'avoir une maison en France, près de sa famille. Et il avait trouvé cela romantique, un geste d'union. Ces documents, dit Louise, déglutissant, sont en fait des procurations et des transferts d'actifs. Ils donnent à Jean-Pierre le contrôle total de vos principaux comptes d'investissement et propriétés. Ils utiliseraient la barrière de la langue et votre confiance en elle pour vous faire signer votre propre ruine financière. Ils riaient de la poésie qu'il y aurait à vous voler tout dans leur patrie en utilisant leur propre langue comme arme. Le monde de Ramon s'inclina puis se brisa. Le bruit de la cuisine disparut, remplacé par un sifflement aigu dans ses oreilles. Chaque moment de leur relation passa devant ses yeux dans un éclair douloureux. La première rencontre qu'il pensait être le fruit du hasard, la rapidité avec laquelle elle avait dit « je t'aime », son insistance à connaître sa structure d'affaires par curiosité, la façon dont elle le décourageait toujours d'engager des traducteurs ou des avocats indépendants pour ses affaires en Europe, insistant sur le fait que son père pouvait s'occuper de tout. Tout était un mensonge, une mise en scène magnifique et cruelle. L'amour qu'il ressentait, la base sur laquelle il construisait son avenir était des sables mouvants, et il s'enfonçait souriant, tandis que l'architecte de sa destruction tenait sa main. Les dîners mensuels, mon Dieu, les dîners mensuels n'étaient pas des traditions familiales, c'étaient des réunions de conseil, des sessions de stratégie, où il était le seul sujet à l'ordre du jour. Le projet à achever, le prix à gagner. Il était l'invité d'honneur de sa propre exécution. Il s'appuya contre le mur froid de métal du réfrigérateur, le froid s'infiltrant dans son costume coûteux, mais pas aussi froid que la glace qui se formait dans son cœur. Il regarda Louise, la serveuse qu'il connaissait à peine, la seule personne dans cette pièce qui lui avait dit la vérité. Dans ses yeux, il ne vit pas de pitié, mais une force silencieuse, une solidarité inattendue. Pourquoi? Réussit-il à dire, sa voix défaillante. Pourquoi me dites-vous cela? Louise détourna le regard un instant vers une casserole en cuivre accrochée au mur. Mon père, il a vécu quelque chose de similaire. Une femme l'a trompé, lui a tout pris, a détruit notre famille. C'était un homme bon, confiant comme vous. Je vois la même bonté en vous, chaque fois que vous venez déjeuner. Je ne pouvais pas rester là et regarder la même histoire se répéter. Personne ne mérite ça. Et il ferma les yeux, l'image du visage souriant d'Isabelle gravée sur ses paupières. Mais maintenant le sourire semblait différent, prédateur, faux.
L'amour se transforma en cendre dans sa bouche. La douleur était accablante, une vague qui menaçait de le noyer, mais sous la douleur, quelque chose d'autre commença à bouillonner. Quelque chose d'ancien et de familier, la même détermination d'acier qui l'avait sorti de la pauvreté et l'avait placé au sommet du monde. La douleur n'allait pas le noyer, elle allait se transformer en carburant. Il l'appelait l'idiot. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point il se trompait terriblement. Le bourdonnement dans la tête de Ramon fit place à une clarté glaciale et terrifiante. L'homme qui était descendu dans le couloir des toilettes n'était pas le même que celui qui se tenait maintenant dans le coin bruyant de la cuisine. Cet homme était un fiancé heureux, un futur gendre. Ce nouvel homme était un général sur un champ de bataille dont il ignorait l'existence, et il venait de recevoir la carte du territoire ennemi. Il regarda Louise, et la gratitude qu'il ressentit fut aussi accablante que la trahison. Elle n'était pas seulement une serveuse, elle était sa seule alliée. « Je dois y retourner », dit Ramon, sa voix étonnamment ferme. « Je ne peux pas les laisser savoir que je sais. Pas encore. » Louise fronça les sourcils, une inquiétude sincère sur son visage. « Vous êtes sûr? Vous n'avez pas besoin d'affronter ça seul. Vous pouvez simplement partir. » Il secoua la tête, une ombre passant dans ses yeux. « Partir? Non, ils ne vont pas simplement disparaître. Ils me poursuivront d'une autre manière. Et ils m'ont pris quelque chose, Louise. Ma confiance, mon bonheur. Je ne vais pas simplement leur donner ça. » Il prit une profonde inspiration, l'air chaud de la cuisine remplissant ses poumons. « J'ai besoin de votre aide. Vous êtes la seule personne en qui je peux avoir confiance maintenant. Tout ce que vous avez pu entendre, le moindre détail. »« L'avocat, » dit-elle promptement, son esprit revenant à la conversation à table. Jean-Pierre l'a mentionné par son nom. C'est un nom inhabituel. Je l'ai noté sur une serviette. Elle plongea la main dans la poche de son tablier et en sortit un petit morceau de papier froissé, le lui tendant comme s'il s'agissait d'un secret d'État. Ils ont dit qu'il était infaillible, que ces papiers étaient une œuvre d'art. Ramon prit la serviette. Le nom écrit là était la première pièce tangible de sa contre-offensive. C'était la première munition pour sa guerre silencieuse. « Merci, Louise. Vous ne savez pas à quel point cela compte. Faites attention, Ramon, » murmura-t-elle. « Ils sont dangereux. »« Je sais, » répondit-il, et pour la première fois cette nuit-là, un sourire fantomatique effleura ses lèvres. « Mais je peux l'être aussi. » Retourner à la table fut la plus longue marche de sa vie. Chaque pas était un acte de volonté. Il pouvait sentir les regards des autres clients. Le son du piano, l'odeur de la nourriture, mais tout semblait lointain, comme s'il regardait un film de sa propre vie. Lorsqu'il s'approcha de la table, Isabelle se tourna, un sourire parfaitement inquiet sur son visage. « Chérie, tu as mis du temps. Nous étions inquiets. Tu es pâle. Tout va bien. » Ramon prit sa main, le contact de sa peau envoyant maintenant un frisson répulsif le long de son bras, mais il força son visage à s'adoucir en une expression de tranquillité. Il s'assit et la regarda, ainsi que Jean-Pierre et Catherine. Il vit leur visage comme si c'était la première fois, les lignes de cupidité autour des yeux de son beau-père, la satisfaction suffisante dans le sourire de sa belle-mère, et le pire de tout, le calcul froid derrière le regard amoureux de sa fiancée. « Je vais bien, mon amour. Juste un petit malaise, » mentit-il doucement. « Je crois que c'était l'émotion de la soirée, tous nos plans qui se concrétisent, mais je suis très bien maintenant. En fait, je n'ai jamais été aussi bien. » Le dîner se termina par des toasts à l'avenir, au mariage, à la nouvelle famille. Ramon leva sa coupe, ses yeux rencontrant ceux de Jean-Pierre. Il sourit, un sourire qu'ils interprétèrent comme un bonheur naïf mais qui était, en réalité, une promesse silencieuse de règlement de compte. Dans les jours qui suivirent, Ramon devint le plus grand acteur de sa vie. Pour Isabelle et sa famille, il était le fiancé dévoué de toujours, peut-être même plus. Il accéléra les conversations sur les préparatifs, se montra enthousiaste à l'idée de la maison en France, validant leurs plans à chaque étape. Pendant ce temps, sa vie secrète commençait. Ses rencontres avec Louise étaient clandestines et méticuleusement planifiées. Loin du bistrot, ils se rencontraient dans des cafés anonymes de l'autre côté de la ville, sur des bancs de parc sous l'ombre d'arbres anciens. Lors de ces rencontres, la dynamique entre eux changea. Ils n'étaient plus clients et serveuses, mais plutôt stratèges, partenaires dans une juste conspiration. Leur langue a été l'arme qu'ils ont choisie, dit Ramon lors d'une de leurs rencontres, la vapeur de son café montant entre eux. Je veux comprendre cette arme.
Je veux savoir ce qu'ils disent. » Et ainsi Louise devint son professeur. Les cours de français commencèrent. Ce n'étaient pas des cours formels avec des livres et de la grammaire, mais plutôt des leçons de survie. Elle lui enseigna des phrases clés, des insultes qu'il pourrait utiliser, des termes financiers et légaux. À chaque mot qu'il apprenait, il sentait un morceau de son pouvoir revenir. Apprendre la langue de ces traîtres était un acte de défi, une façon de voler l'avantage qu'il croyait avoir. Il pratiquait sans relâche, sa prononciation s'améliorant chaque jour, propulsé par une motivation qu'aucun cours de langue ne pourrait offrir. Pendant ce temps, Ramon mit ses vastes ressources en mouvement. Il appela un homme qu'il n'avait pas contacté depuis des années, le meilleur et le plus discret détective privé du pays. « J'ai un travail pour vous », dit Ramon au téléphone, sa voix dénuée d'émotion. « J'avais besoin de tout savoir sur un homme nommé Jean-Pierre et son associé légal en France. » Il épela le nom que Louise lui avait donné. « Ne laissez aucune pierre non retournée. Je veux connaître chaque compte bancaire, chaque affaire ratée, chaque ennemi qu'il a jamais eu. Je veux le squelette de chaque placard. » Louise, à son tour, devint ses yeux et ses oreilles. Jean-Pierre et Catherine, sentant la victoire proche, devinrent négligents. Ils continuèrent à déjeuner au bistrot, discutant ouvertement des détails finaux de leur stratagème en français, juste devant la serveuse, qu'ils considéraient comme faisant partie du mobilier. Le cœur battant, Louise commença à les enregistrer. Utilisant un petit enregistreur numérique activé par la voix dans sa poche, elle capturait des fragments de conversation tout en servant le café ou en nettoyant la table voisine. C'étaient des pièces d'un puzzle effrayant. Nom de banque, date de transfert, rire sur la naïveté de Ramon. Les semaines se transformèrent en un mois. Le dossier de Ramon grandissait chaque jour. Les rapports du détective commencèrent à arriver, peignant un tableau sombre de Jean-Pierre, une traînée de partenaires commerciaux ruinés et de poursuites judiciaires étouffées à travers l'Europe. C'était un prédateur financier professionnel. Les enregistrements de Louise étaient encore plus accablants, fournissant l'intention et la méthode dans leurs propres voix arrogantes. Un après-midi, sur un banc de parc avec les feuilles d'automne tombant autour d'eux, Ramon et Louise examinèrent les preuves. Il entendit la voix d'Isabelle dans l'un des enregistrements, riant avec sa mère à propos de la robe de mariée coûteuse que Ramon payait. « C'est le moins que l'idiot puisse faire, » disait-elle. « Un petit prix pour l'empire qu'il est sur le point de nous donner. » À ce moment-là, tout reste de douleur dans le cœur de Ramon se cristallisa en un objectif pur et dur. Il regarda Louise, dont la bravoure silencieuse avait rendu tout cela possible. « C'est l'heure, » dit-il. « Il est temps de fixer le dernier dîner. » Le plan fut méticuleusement élaboré au cours des semaines suivantes. Chaque détail fut considéré, chaque réponse possible anticipée. C'était comme un jeu d'échecs où Ramon devait anticiper plusieurs coups à l'avance. « Nous ne pouvons pas simplement les confronter avec ce que nous savons », expliqua Ramon à Louise, alors qu'ils révisèrent la stratégie pour la 10e fois. « Nous devons les acculer d'une manière qu'ils ne peuvent pas s'échapper. Nous devons les amener à s'exposer complètement. » Louise acquiesça, comprenant la nature délicate de ce qu'ils étaient sur le point de faire. Elle savait que des gens comme Jean-Pierre et sa famille étaient glissants, habiles à nier les accusations et à transformer les victimes en méchants. Le problème avec des gens comme eux, continua Ramon, c'est qu'ils sont experts dans la manipulation de la vérité. Si je les confrontais simplement, ils créeraient un nouveau récit. Ils diraient que je suis devenu fou, que je suis paranoïaque. Pire, ils pourraient prétendre que j'essaye d'éviter le mariage pour une raison obscure. Alors nous devons les prendre en flagrant délit, conclut Louise. Exactement. Et pour cela, nous devons utiliser la même arme qu'eux, le français. La pièce maîtresse du plan était Ramon lui-même. Pendant des semaines, il avait étudié avec Louise, apprenant non seulement la langue, mais aussi la culture, les manières, les nuances. Il savait maintenant comment les Français gesticulaient, les expressions faciales subtiles, la manière d'incliner la tête en signe d'accord ou de désapprobation. Plus important encore, il avait appris à écouter, à détecter les petits changements de ton qui indiquaient le sarcasme ou le mépris, à remarquer quand une pause était naturelle ou calculée. Le français de Ramon ne serait jamais parfait en si peu de temps, mais il n'avait pas besoin de l'être. Il n'avait besoin de comprendre que suffisamment pour saisir le sens général, pour reconnaître quand il parlait de lui ou de ses affaires. Et pour cela, il était plus que préparé. « Le dîner doit être spécial », dit Ramon, faisant les 100 pas dans le petit appartement de Louise, qui était devenu leur quartier général.
Ce doit être un événement qu'ils ne peuvent pas refuser. L'anniversaire de Jean-Pierre approche, suggéra Louise, consultant un calendrier où ils avaient marqué les dates importantes. Il aura 60 ans dans 2 semaines. Le visage de Ramon s'illumina d'un sourire presque prédateur. Parfait. Un grand dîner d'anniversaire. Quelque chose d'extravagant. Dans le restaurant le plus exclusif de la ville. Quelque chose qui attirera l'attention. Et des invités? Demanda Louise, comprenant déjà la direction que prenait le plan. Oui, beaucoup d'invités. Des amis de Jean-Pierre, des figures importantes de la communauté française de Sao Paulo. Des gens dont il valorise l'opinion. Un public? Dit-elle comprenant. Un jury, corrigea Ramon. Les invitations furent envoyées, rédigées sur du papier importé avec une calligraphie élégante. Ramon s'assura qu'elles soient impeccables, digne de l'homme que Jean-Pierre prétendait être, un homme d'affaires respecté, un patriarche gentil, un futur beau-père dévoué. La réponse fut enthousiaste. Jean-Pierre était visiblement ému, ou du moins faisait semblant de l'être. Il serra Ramon dans ses bras lorsque celui-ci annonça le dîner. « Mon fils », dit-il, utilisant le portugais avec cet accent que Ramon savait maintenant être exagéré exprès. « Vous n'aviez pas besoin de vous déranger. »« Ce n'est pas un dérangement du tout », répondit Ramon, souriant avec une sincérité forcée qui lui faisait mal au visage. « C'est un honneur pour moi de célébrer l'homme qui m'a donné le plus grand cadeau de ma vie, sa fille. » Les mots étaient doux comme du miel empoisonné. Pendant ce temps, la deuxième partie du plan était en cours. L'enquêteur de Ramon avait localisé 3 anciens associés de Jean-Pierre, des hommes qui avaient été ruinés par ses stratagèmes, des hommes qui, jusqu'alors, étaient restés silencieux, craignant le pouvoir et l'influence du Français. Ramon contacta chacun d'eux personnellement. Réunions discrètes dans des bureaux anonymes, conversations franches sur les pertes partagées et la possibilité de justice. « Je ne veux pas d'argent », dit le premier d'entre eux, un homme d'affaires portugais qui avait tout perdu 10 ans auparavant. « Je veux juste qu'il ne fasse pas ça à quelqu'un d'autre. » « C'est exactement ce que j'ai l'intention de garantir, » assura Ramon. Le second était plus hésitant, craignant les conséquences. « Jean-Pierre a des amis puissants, » l'avertit-il. « Et moi aussi, » répondit simplement Ramon. Le troisième était anxieux, presque fébrile dans sa soif de vengeance. « Il a détruit ma famille, » dit-il les mains tremblantes. « Ma femme m'a quitté. Mes enfants me parlent à peine. »« Je comprends, » dit doucement Ramon, pensant à Louise et à son père. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Mais peut-être pouvons-nous l'empêcher de causer plus de dégâts. Tous les 3 acceptèrent de participer. Non pas pour de l'argent, bien que Ramon ait assuré que leurs dépenses seraient découvertes, mais pour la chance de voir Jean-Pierre enfin faire face aux conséquences de ses actions. La nuit du dîner approchait. Ramon et Louise révisaient le plan quotidiennement, ajustant les détails, anticipant les problèmes. Le stress commençait à montrer ses effets. Ramon dormait peu, mangeait mal. La tension constante de maintenir sa façade devant Isabelle était en train de faire payer son prix. Un soir, Louise le trouva dans son bureau, regardant par la fenêtre la ville illuminée en contrebas. « Vous devez vous reposer, » dit-elle, posant une tasse de thé à côté de lui. « Je n'y arrive pas, » répondit-il sans se retourner. « Chaque fois que je ferme les yeux, je vois son visage, je vois son sourire. Et maintenant je sais que tout était un mensonge. » Louise resta silencieuse un instant, puis s'approcha de lui, posant une main douce sur son épaule. « Tout n'est pas faux dans ce monde, Ramon. Certaines choses sont réelles. Certaines personnes sont réelles. » Il se tourna, la regardant avec des yeux fatigués mais intenses. « Comme vous? Vous êtes réelle, Louise? »« Oui, » dit-elle simplement. « Je suis réelle. » Ils restèrent ainsi un moment, suspendus dans un silence qui en disait plus que les mots ne le pourraient. Puis Ramon s'écarta, retournant aux documents éparpillés sur sa table. « 3 jours, » dit-il. « Dans 3 jours, tout sera fini. »« Et ensuite ?»« Et ensuite ?» demanda Louise. « Et ensuite, nous verrons ce qu'il reste à reconstruire. Le restaurant. Le jardin était le plus exclusif de Sao Paulo, une oasis d'élégance française cachée au cœur de la métropole brésilienne. Avec ses murs recouverts de velours bordeaux, ses lustres en cristal et un jardin intérieur où des fleurs rares fleurissaient, quelle que soit la saison, c'était l'endroit parfait pour le dîner d'anniversaire de Jean-Pierre. Ramon avait réservé tout le salon principal, ce qui était rarement fait, et coûtait une petite fortune. Mais pour lui,
Le prix n'avait pas d'importance. Ce serait la dernière dépense qu'il ferait au nom de la famille Dumont. Les tables furent disposées en demi-cercle autour d'une table principale, où Jean-Pierre serait le centre de l'attention. L'éclairage fut soigneusement planifié pour que rien n'échappe aux yeux des invités. Le son serait parfait, permettant aux voix d'être entendues clairement même dans des conversations apparemment privées. Rien n'avait été laissé au hasard. « Tout est prêt ?» demanda Ramon, ajustant sa cravate devant le miroir. Isabelle apparut derrière lui, éblouissante dans une robe de soie rouge qui s'accordait à ses lèvres peintes. Elle l'étreignit par derrière, ses yeux rencontrant les siens dans le reflet. « Tu es nerveux, mon amour ?» demanda-t-elle, sa voix douce comme du velours. « Tu n'as pas besoin de l'être. Papa est enchanté par la surprise. » Ramon sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'espère qu'il aimera. J'ai prévu quelques surprises moquées spéciales. » Isabelle rit, le son musical qui l'avait autrefois charmé, sonnant maintenant faux à ses oreilles. « Tu es si attentionné. C'est pour ça que je t'aime. » Que les mots, qui auraient dû être doux, avaient maintenant un goût de cendre. Ramon se demanda combien de fois elle avait répété cette phrase devant le miroir. Combien de fois elle avait calculé l'effet exact qu'elle aurait sur lui. « Je t'aime aussi », répondit-il, les mots sortant automatiquement, faisant partie de son rôle dans la pièce qui touchait à sa fin. Lorsqu'ils arrivèrent au restaurant, Jean-Pierre et Catherine étaient déjà là, accueillant les premiers invités. Le patriarche français était radieux dans son smoking impeccable, ses cheveux gris parfaitement coiffés, sa posture droite et fière. En voyant Ramon, il ouvrit les bras dans un geste expansif. « Ah, voilà, l'homme de la soirée !» s'exclama-t-il en portugais, au bénéfice des Brésiliens autour. « Le gendre le plus généreux du monde. » Ramon accepta l'étreinte, sentant la fausseté dans chaque contact. « C'est le moins que je puisse faire pour le père de la femme que j'aime, » répondit-il, sa voix portant une sincérité qui le surprit lui-même. La soirée commença à se dérouler comme prévu. Les invités arrivèrent par vagues, remplissant la salle de conversations animées et de rires. La haute société pauliste se mêlait à la communauté française, créant un bourdonnement élégant qui servirait de toile de fond parfaite. Ramon circulait entre les groupes, l'hôte parfait, attentif à chaque détail. Ses yeux cherchaient occasionnellement Louise, qui était dans la salle non pas comme serveuse, mais comme invitée. Il l'avait présentée comme une amie, une professeure de français qui l'avait aidé à préparer un discours surprise pour son beau-père. Isabelle avait levé un sourcil devant l'explication, mais n'avait pas posé de questions. Elle était trop occupée à briller sous les regards admiratifs des invités, exhibant la bague de fiançailles, qui avait coûté plus que ce que beaucoup gagneraient dans une vie entière. À minuit, le moment était venu. Les serveurs distribuèrent du champagne à toutes les tables et Raphaël se leva, tapotant légèrement sa coupe pour attirer l'attention. Le salon se tut progressivement, tous les regards se tournant vers lui. Jean-Pierre souriait, s'attendant au discours d'anniversaire habituel, rempli de compliments creux et de blagues inoffensives. « Bonsoir à tous », commença Raphaël en portugais, sa voix claire et ferme. « Nous sommes ici pour célébrer un homme extraordinaire, un homme qui a apporté de grands changements dans ma vie. » Et il marqua une pause fixant directement Jean-Pierre, un homme qui m'a beaucoup appris sur la confiance, la famille et les affaires. Jean-Pierre sourit, hochant modestement la tête. J'ai tellement appris de lui que j'ai décidé d'étudier sa langue maternelle afin de pouvoir exprimer correctement mon admiration. Et puis, à la surprise générale, surtout celle de la famille Dumont, Raphaël continua dans un français impeccable. Je voudrais porter un toast à l'homme qui m'a montré le vrai visage de la trahison. Le sourire de Jean-Pierre se figea. Catherine pâlit visiblement. Isabelle laissa tomber sa fourchette qui tinta bruyamment contre la porcelaine fine. À l'homme qui pensait que je ne comprendrais jamais ses plans, ses mensonges, ses insultes. La majorité des invités brésiliens semblaient confus, ne comprenant pas le changement soudain de langue. Mais les Français présents commencèrent à se tortiller inconfortablement sur leurs chaises, échangeant des regards inquiets. Jean-Pierre se ressaisit rapidement, forçant un rire. « Kasama, quelle merveilleuse surprise! Tu as appris notre langue. Mais peut-être devrions-nous revenir au portugais pour que tout le monde puisse comprendre ?»« Oh, ne vous inquiétez pas, » répondit Raphaël, toujours en français. « J'ai quelque chose pour aider à cela. » Il fit un signe, et un serveur apporta un appareil qui fut placé au centre de la table.
C'était une petite enceinte Bluetooth. J'ai enregistré certaines de nos conversations familiales pour préserver les souvenirs. Comme cette fois au bistrot, quand vous avez expliqué à Isabelle comment me faire signer des documents en français pendant notre lune de miel. Ou quand Catherine a suggéré que vous devriez accélérer le mariage avant que je ne puisse engager un avocat indépendant pour réviser les contrats prénuptiaux. Le visage de Jean-Pierre passa du pâle au rouge, la veine de sa tempe palpitant visiblement. Ou peut-être, continua Raphaël implacablement, les invités aimeraient-ils entendre Isabelle décrire à quel point il a été facile de me faire croire qu'elle m'aimait. Comment elle a ri en disant que je n'étais qu'un crétin de Brésilien, trop riche pour son propre bien. « Raphaël, tu es fou ?» siffla Isabelle en portugais, lui agrippant le bras. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il la regarda, voyant pour la première fois la vraie Isabelle derrière le masque de perfection. La panique dans ses yeux, la colère, le calcul froid alors qu'elle essayait de trouver une issue. « Je suis juste honnête, » répondit-il revenant au portugais. « Quelque chose que tu devrais essayer un jour. » Il se tourna à nouveau vers les invités, dont beaucoup assistèrent maintenant à la scène, avec un mélange de choc et de fascination morbide. « Je m'excuse pour le spectacle, » dit-il. « Mais j'ai pensé que ce serait une occasion parfaite pour présenter quelques amis spéciaux de l'homme dont nous célébrons l'anniversaire. » D'un geste, il désigna 3 hommes qui s'étaient levés à différents points du salon. Des hommes d'âge mûr, bien habillés, avec des expressions graves. « Mesdames et messieurs, veuillez rencontrer messieurs Dubois, Leroy et Moreau, anciens associés de Jean-Pierre Dumont. Des hommes qui, comme moi, lui ont fait confiance. Des hommes qui, contrairement à moi, n'ont pas eu la chance de découvrir la vérité à temps. » Jean-Pierre se leva brusquement, renversant sa chaise. « C'est un outrage. Une calomnie. Je vais vous poursuivre en justice pour diffamation. C'est ainsi, s'il vous plaît, faites-le, » répondit Raphaël calmement. « J'adorerais discuter de ces questions devant un tribunal, avec toutes les preuves que j'ai collectées. » Il prit une enveloppe qui se trouvait sous sa chaise et la posa sur la table, y compris les documents que votre avocat en France a préparés pour que je les signe pendant notre lune de miel. Des documents qui transféreraient le contrôle de mes entreprises à une holding à votre nom. Des documents que votre cousin m'a si gentiment envoyés, pensant qu'il parlait à Isabelle. Jean-Pierre pâlit à nouveau. Il regarda Isabelle, qui semblait également horrifiée. « Comment ?» commença-t-elle. « Comment j'ai découvert ?» compléta Raphaël. « Disons simplement que tout le monde dans cette ville n'est pas à vendre. Certaines personnes ont encore des principes. » Son regard croisa celui de Louise pendant un bref instant. Elle était assise silencieusement, observant la scène se dérouler avec une dignité tranquille. « J'aimerais également présenter un autre invité spécial, » continua Raphaël, faisant un geste vers un homme qui s'approchait de la table principale. L'homme était d'âge mûr, avec un costume discret et une expression sérieuse. Il posa un insigne sur la table. « Voici le commissaire Silva de la police fédérale. Il s'est beaucoup intéressé aux affaires internationales de la famille Dumont, surtout celles liées à l'évasion fiscale et à la falsification de documents. » Le silence dans le salon était absolu maintenant. Catherine semblait sur le point de s'évanouir. Isabelle regardait frénétiquement autour d'elle, comme un animal acculé. Jean-Pierre, cependant, semblait avoir retrouvé une partie de son calme. Elle sourit, un sourire froid et calculateur. Impressionnant, Raphaël. Vraiment impressionnant. Je t'ai sous-estimé. Il ajusta sa veste, comme s'il était simplement mal à l'aise et non piégé. Mais penses-tu vraiment pouvoir me vaincre, un Brésilien contre un Dumont? Tu ne sais pas à qui tu as affaire. En fait, je sais exactement à qui j'ai affaire, répondit Raphaël, un criminel qui se cache depuis des décennies derrière un nom de famille prestigieux et un accent affecté. Il se tourna vers le salon, sa voix s'élevant pour que tout le monde puisse entendre. Mesdames et messieurs, je m'excuse pour ce divertissement inattendu. Il semble que notre homme dont nous célébrons l'anniversaire aura un engagement imprévu avec la police. Mais s'il vous plaît, restez et profitez du dîner. Le chef a préparé un menu spectaculaire. Il se tourna vers Jean-Pierre une dernière fois. Joyeux anniversaire, Jean-Pierre. Considérez ceci comme mon cadeau, l'opportunité d'enfin faire face à la vérité. Le commissaire Silva s'approcha de Jean-Pierre, lui montrant discrètement un document. Monsieur Dumont, nous avons besoin que vous nous accompagniez pour quelques éclaircissements. Catherine retrouva finalement sa voix. C'est absurde. Nous sommes citoyens français. Nous avons l'immunité.
L'immunité ne s'applique pas aux fraudes commises sur le territoire brésilien, madame, répondit sèchement le commissaire. Et vos visas de résidence sont en cours de révision en ce moment même. Isabelle se plaça entre le commissaire et son père. Raphaël, tu ne peux pas faire ça. Je suis ta fiancée. Nous allons nous marier dans 3 semaines. Raphaël la regarda longuement, voyant la femme dont il était tombé amoureux, à qui il avait donné son cœur, son avenir. Maintenant, elle lui semblait une étrangère. Non, Isabelle, nous n'allons pas nous marier. Il retira la bague de fiançailles de son doigt d'un mouvement doux et la posa sur la table. Ceci est à toi de droit. Considérez cela comme une petite fraction de ce que tu espérais gagner avec moi. La dernière que tu verras. Les officiers escortèrent discrètement Jean-Pierre hors du salon, suivi par Catherine, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Isabelle les suivit, non sans lancer à Raphaël un regard qui mêlait haine et incrédulité. Dans le salon, les invités commencèrent à chuchoter furieusement entre eux. Le scandale serait le sujet de conversation de la société pauliste pendant des mois. Raphaël resta debout, sentant le poids des derniers mois commencer enfin à se dissiper. Il regarda Louise, qu'il observait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Lentement, il marcha vers elle, ignorant les regards et les chuchotements autour de lui. « C'est fini », dit-il simplement en lui tendant la main. Elle la prit sans hésitation. « Ah oui, c'est fini. Et maintenant ?»« Maintenant », dit-il, un vrai sourire apparaissant sur ses lèvres pour la première fois depuis des mois. « Maintenant, nous pouvons commencer. » Les jours suivants furent un tourbillon de dépositions, de documents et de réunions avec des avocats. La presse tentait désespérément d'obtenir des détails sur le scandale qui avait secoué la haute société de São Paulo. Raphaël refusa toutes les interviews, se tenant à l'écart des projecteurs. Jean-Pierre et Catherine furent libérés sous caution, mais leurs passeports furent confisqués. Ils ne pouvaient pas quitter le pays tant que les enquêtes se poursuivaient. Isabelle disparut, des rumeurs indiquant qu'elle avait cherché refuge chez des amis, loin des regards curieux et des questions gênantes. Raphaël observait l'empire qu'il avait construit, les entreprises qui avaient failli lui être volées, avec de nouveaux yeux. Le travail de sa vie, qui n'était auparavant qu'un symbole de statut, représentait maintenant quelque chose de différent. Sa résistance, sa force, sa capacité à survivre. Louise continua de travailler au bistrot, refusant les offres de Raphaël de l'aider financièrement. « Ce n'est pas pour ça que je t'ai aidé », expliqua-t-elle quand il insista. « Je ne veux pas de ton argent, Raphaël. Je n'en ai jamais voulu. »« Alors que veux-tu » demanda-t-il sincèrement curieux. Elle sourit, ce sourire honnête et chaleureux qui avait été son phare dans la tempête. « Je veux te voir heureux. Vraiment heureux. Pas le Raphaël du magazine d'affaires, pas le millionnaire. Juste Raphaël, l'homme. » Les mots touchèrent quelque chose de profond en lui. Quelque chose qui avait été enseveli sous des années d'ambition, de réussite et plus récemment de trahison. « Et si je te disais que je ne sais plus qui est cet homme ?»« Alors ?» répondit-elle, ses yeux brillant d'une promesse silencieuse. « J'adorerais le rencontrer quand tu l'auras trouvé. » Lorsque les portes du bistrot se refermèrent, derrière les policiers et la famille brisée, qu'il avait failli appeler sienne, un silence profond et lourd s'installa dans le salon. Les quelques clients restants furent discrètement congédiés. Le son du piano ne revint pas. Pour la première fois, Raphaël était dans cet endroit sans le bruit de fond du bonheur fabriqué. Il ne restait que lui, Louise, et les débris invisibles d'une vie qui n'avait jamais existé. Il resta debout à côté de la table vide, regardant l'endroit où Isabelle avait été assise. Sa coupe de champagne était encore à moitié pleine, les bulles montant lentement à la surface, indifférente au drame qui s'était déroulé. L'adrénaline qu'il avait soutenue toute la nuit commença à se dissiper, laissant derrière elle un vide vaste et douloureux. Ce n'était pas la douleur aiguë de la trahison initiale, mais une douleur sourde, le deuil d'un amour qu'il comprenait maintenant n'être qu'une illusion. Louise s'approcha en silence, non pas comme une employée, mais comme une sentinelle. Elle ne dit rien, se tenant juste à une distance respectueuse, sa présence étant une encre de réalité dans cette mer de chaos. « C'est fini », dit Raphaël, plus pour lui-même que pour elle. Le mot sonna creux dans le salon vide. « Oui », répondit-elle doucement. « Est-ce fini ?» Il se tourna finalement pour lui faire face. La faible lumière de l'ambiance projetait des ombres sur son visage, mais il pouvait voir la force et la compassion dans ses yeux. À ce moment-là,
il réalisa l'ampleur du risque qu'elle avait pris pour lui. Elle, une serveuse, avait affronté une famille riche et rusée pour un homme qui n'était jusqu'alors qu'un client. « Louise, commença-t-il, mais les mots semblaient insuffisants, banals. Dire merci semble être une insulte à ton courage. « Tu n'as rien à dire, Raphaël, dit-elle. J'ai fait ce que toute personne décente devrait faire. La décence ne devrait pas avoir besoin de remerciements. » Il fit un pas vers elle. « Mais elle en a besoin. Tu ne m'as pas seulement sauvé de mon argent. Tu m'as sauvé de devenir un imbécile pour le reste de ma vie. Tu m'as donné la vérité, et cela n'a pas de prix. » Il marqua une pause, l'émotion étranglant sa voix. « J'ai l'impression de me réveiller d'un coma de 2 ans. » Le lendemain matin, un soleil pâle de printemps éclairait la ville. Raphaël n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit éveillé, non pas à ressasser le passé, mais, pour la première fois depuis longtemps, à contempler un avenir qui était une toile vierge. Le matin, il n'appela pas ses assistants ou ses avocats. Sa première étape fut chez un fleuriste de quartier, loin des boutiques de luxe qu'il fréquentait habituellement. Il choisit lui-même les fleurs, un énorme et exubérant bouquet de tournesol, si plein de vie et d'honnêteté qu'il semblait irradier de chaleur. Il se rendit à l'adresse que Louise lui avait donnée, un immeuble simple et soigné, dans un quartier tranquille de la ville. Quand elle ouvrit la porte, elle était vêtue d'un jean et d'un simple t-shirt, ses cheveux lâchés tombant sur ses épaules. Sans uniforme, elle semblait plus jeune, plus réelle. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant la taille du bouquet. « Des tournesols », murmura-t-elle, un sourire sincère s'épanouissant sur son visage. « Ah, comment savais-tu ?»« Je ne savais pas, » admit Raphaël. « Mais ils m'ont semblé justes, comme toi. » Elle l'invita à entrer. L'appartement était petit, mais confortable et rempli de livres et de plantes. Il n'y avait aucune prétention, juste le confort d'un vrai foyer. Ils s'assirent dans la petite cuisine, le bouquet dominant la table entre eux, et burent du café. Là, loin du luxe artificiel de sa vie, Raphaël se sentit plus chez lui que dans son propre hôtel particulier. « Je t'ai toujours observé pendant les déjeuners, » confessa Louise remuant sa tasse. « Tu avais l'air solitaire. Même quand tu étais au sommet du monde, tu semblais porter un poids. Quand je les ai entendus parler de toi de cette façon, avec tant de mépris pour ta nature confiante, j'ai ressenti une colère qui m'a surprise. Ils voyaient ta bonté comme une faiblesse à exploiter. Moi, je la voyais comme ta plus grande force. » Ces mots le touchèrent profondément. Personne, pas même Isabelle, n'avait jamais regardé au-delà de sa richesse pour voir l'homme en dessous. L'alliance forgée dans la crise commença à se transformer en quelque chose de plus profond, de plus silencieux. La gratitude fit place à l'admiration à l'affection. Ils commencèrent à se voir, non pas lors de dîners coûteux ou de galas, mais lors de promenades au parc Ibirapuera, de visites au MASP les jours d'entrée gratuite, de séances de cinéma dans un vieux cinéma à Pinheiros qui passait des films classiques. Raphaël découvrit la joie des choses simples, la paix d'une conversation qui n'avait pas d'arrière-pensée. Avec Louise, il pouvait parler de ses peurs, de ses espoirs, du garçon pauvre de la périphérie qu'il avait été avant de construire son empire. Il pouvait être vulnérable. Il lui demanda de continuer à lui enseigner le français. La langue, qui avait été un symbole de son exclusion, devint leur langage intime. Il riait de ses erreurs de prononciation et elle écrivait des mots sur des serviettes pour lui, non pas avec des noms d'avocats frauduleux, mais avec des termes d'affection. Mon cœur. Mon amour. La vie de Raphaël changeait également d'autres manières. Le scandale impliquant les Dumont s'était rapidement propagé dans la haute société pauliste. Beaucoup de ses prétendus amis l'évitaient maintenant, ne voulant pas être associés à la controverse. Les invitations aux fêtes et aux événements diminuèrent. Les appels de partenaires commerciaux devinrent plus formels, plus prudents. Mais étonnamment, Raphaël s'en moquait. En fait, il se sentait soulagé, comme si un poids avait été soulevé de ses épaules. Les obligations sociales, les apparences à maintenir, le théâtre constant de la haute société, tout cela lui semblait maintenant vide et sans signification. Un mois après l'incident, Raphaël était dans son bureau lorsque son assistante annonça une visite inattendue. À sa surprise, c'était Catherine Dumont. Elle entra avec l'élégance habituelle, mais quelque chose avait changé. L'orgueil arrogant avait été remplacé par une résignation fatiguée. Les lignes autour de ses yeux semblaient en plus profondes, son regard plus terne. « Monsieur Oliveira », dit-elle formellement en portugais, « je vous remercie de me recevoir sans préavis.
Raphaël lui indiqua une chaise, gardant son visage neutre. « Que puis-je faire pour vous, Madame Dumont ?» Catherine s'assit, son dos droit comme toujours, mais il y avait une nouvelle fragilité dans ses gestes. « Je suis venu demander... Non pas pardon. Je sais que je ne le mérite pas et franchement, je ne suis pas là pour ça. » Elle marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Je suis venu faire un marché. » Raphaël haussa un sourcil, intrigué malgré lui. « Quel genre de marché ? Jean-Pierre et moi sommes ruinés, comme vous le savez bien. Non seulement financièrement, mais socialement. Nous ne pouvons pas retourner en France pour affronter la disgrâce qui nous y attend. Nous n'avons nulle part où aller. Et cela m'intéresse parce que... » Catherine prit une profonde inspiration. « Retirez les accusations. Permettez-nous de quitter le Brésil discrètement. En échange, nous disparaîtrons de votre vie. Pour toujours. Vous n'entendrez plus jamais parler de nous. » Raphaël l'étudia longuement. Il pensa à tout ce que cette famille avait essayé de lui prendre. L'humiliation, la manipulation, les mensonges. « Et Isabelle ?» demanda-t-il finalement. Une ombre passa sur le visage de Catherine. « Ma fille a fait ses choix. Elle n'est plus avec nous. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'elle a trouvé d'autres parrains, des gens moins scrupuleux que vous. Catherine regarda par la fenêtre, une expression de dégoût mal dissimulée sur son visage. J'ai toujours sous-estimé son ambition. Je crois qu'elle est plus la fille de son père que je ne voudrais l'admettre. Raphaël ressentit une pointe inattendue de pitié, non pas pour Catherine, mais pour la famille brisée devant lui. Pour la façon dont la cupidité avait rongé tout amour sincère qui aurait pu exister entre eux. « Madame Dumont, dit-il finalement, je ne retirerai pas les accusations. Ce que vous avez fait n'était pas seulement contre moi, mais contre beaucoup d'autres au fil des ans. La justice doit suivre son cours. » Catherine hocha la tête, comme si elle s'attendait déjà à cette réponse. Elle se leva, lissant sa robe impeccable. « Comme vous voulez, monsieur Oliveira. C'était une erreur de venir ici. » Elle se tourna pour partir, mais Raphaël l'appela. « Cependant, continua-t-il, je peux parler au commissaire. Demandez qu'il considère votre coopération, si vous et votre mari fournissez des informations sur tous vos stratagèmes précédents. Peut-être que cela atténuera la sentence. » Catherine le regarda avec un mélange de surprise et de suspicion. « Pourquoi feriez-vous cela ?» Raphaël haussa les épaules. « Parce que, contrairement à vous, je ne gagne rien à la souffrance d'autrui, même si elle est méritée. » Après le départ de Catherine, Raphaël resta dans son bureau contemplant l'étrange sensation que cette rencontre avait laissée. Ce n'était pas la satisfaction de la ruine de ses ennemis, comme il aurait pu s'y attendre. C'était quelque chose de plus complexe, un mélange de soulagement et de mélancolie. Il prit le téléphone et composa le numéro de Louise. « On peut se voir ?» demanda-t-il dès qu'elle décrocha. « J'ai besoin de te parler. » Ils se rencontrèrent dans un petit café sur l'avenue Paulista, un endroit animé où personne ne ferait attention à eux. Quand il raconta la visite de Catherine, Louise écouta attentivement, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda-t-il finalement. « Je pense que tu es un homme meilleur qu'ils ne l'ont jamais imaginé, » répondit-elle simplement. « Offrir de l'aide, même après tout ce qu'ils ont fait. » Raphaël secoua la tête. « Ce n'est pas de la bonté. »« C'est... » »« Je ne sais pas. Peut-être que je veux juste clore ce chapitre une fois pour toutes. »« Et qu'est-ce qui vient après ?» demanda Louise, sa voix douce. Raphaël la regarda, le visage qui lui était devenu si cher en si peu de temps. Un visage sans masque, sans arrière-pensée. « Je ne sais pas exactement. Mais j'espère que tu en feras partie. » Son sourire fut comme le soleil perçant les nuages après une tempête. Dans les semaines qui suivirent, Raphaël commença à réorganiser sa vie. Il s'éloigna progressivement du cercle social, qui avait été si important pour Isabelle. Il vendit l'hôtel particulier ostentatoire de Jardim América, qu'il n'avait jamais vraiment senti comme un foyer, et acheta un appartement plus petit, mais toujours élégant à Itaim Bibi, avec une vue sur le parc do Povo. Ses entreprises continuaient de prospérer, mais il délégua plus de responsabilités, se permettant du temps pour respirer, pour redécouvrir des plaisirs simples qu'il avait oubliés dans son ascension fulgurante. Louise continua de travailler au bistrot, insistant pour maintenir son indépendance. « Je ne veux pas être un accessoire de plus dans ta vie », expliqua-t-elle quand il suggéra qu'elle pourrait arrêter de travailler. « J'aime ce que je fais, la connexion avec les gens. » Raphaël admirait cette intégrité,
si différente de l'ambition effrénée d'Isabelle. Il se mit à déjeuner au bistrot plus souvent, parfois juste observant Louise travailler, appréciant la grâce naturelle avec laquelle elle se déplaçait entre les tables, la gentillesse sincère qu'elle offrait à chaque client. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait une table près de la sienne, Raphaël remarqua comment la lumière du soleil filtrée par les fenêtres du bistrot créait un halo doré autour de ses cheveux sombres. Elle leva les yeux, le surprenant en train de l'observer, et sourit de ce sourire qu'il savait maintenant être réservé uniquement à lui. À ce moment-là, Raphaël réalisa qu'il tombait amoureux à nouveau, non pas avec la passion fiévreuse et aveugle qu'il avait ressentie pour Isabelle, mais avec quelque chose de plus profond, de plus calme, de plus vrai. C'était un sentiment effrayant. La trahison d'Isabelle avait laissé des cicatrices, une méfiance instinctive qui le réveillait parfois au milieu de la nuit, en sueur froide, remettant en question les intentions de tous ceux qui l'entouraient. Mais avec Louise, la peur cédait progressivement la place à la confiance. Non pas parce qu'elle était parfaite, elle ne l'était pas avec son tempérament parfois explosif, son entêtement, ses propres insécurités, mais parce qu'elle était réelle. Ses imperfections la rendaient humaine, fiable d'une manière que la perfection polie d'Isabelle n'avait jamais été. Un dimanche, il se promenait au mercado municipal, goûtant des fruits exotiques et observant le mouvement des vendeurs, quand lorsque Raphaël suggéra d'aller dîner au bistrot français. Louise s'arrêta de marcher, le regardant avec surprise. « Tu es sûr? Tu n'y as pas mis les pieds depuis… » « Enfin, tu sais. » Raphaël hocha la tête. « Il est temps de créer de nouveaux souvenirs, de meilleurs souvenirs. » Le bistrot semblait plus petit maintenant, moins intimidant. Les mêmes lustres en cristal pendaient du plafond. Le même piano jouait doucement en arrière-plan, mais Raphaël les voyait avec de nouveaux yeux. Non plus comme des symboles d'une sophistication inaccessible, mais simplement comme des éléments d'un restaurant agréable. Ils furent accueillis par le maître d'hôtel, qui reconnut Raphaël immédiatement. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Louise à ses côtés, non pas comme serveuse, mais comme accompagnatrice. « Monsieur Oliveira, Mademoiselle Mendes, bienvenue », dit-il, les conduisant à une table dans le jardin intérieur. Le dîner fut simple et parfait. Ils parlèrent, rirent, partagèrent des histoires d'enfance. Raphaël raconta ses débuts dans les affaires, les erreurs qu'il avait commises, les leçons qu'il avait apprises. Louise parla de son père, un professeur de littérature qui lui avait appris à aimer les livres et à valoriser la vérité par-dessus tout. « Il serait fier de toi », dit Raphaël, couvrant sa main de la sienne. « Je pense qu'il t'aimerait bien », répondit-elle. « Ah, malgré toute ta richesse ?» Raphaël rit. « Ou à cause d'elle ?» Louise secoua la tête, ses yeux sérieux. « Non. Mon père disait toujours que le caractère d'un homme n'est pas mesuré par ce qu'il possède, mais par ce qu'il donne. » « Et qu'ai-je à donner, Louise ?» demanda Raphaël, la question la plus sincère qu'il ait jamais posée. Elle entrelaça ses doigts dans les siens. « Ton honnêteté, ton courage, ta capacité à recommencer. » Des mois passèrent. L'affaire contre Jean-Pierre et Catherine Dumont progressait lentement devant les tribunaux brésiliens. Isabelle avait complètement disparu. Des rumeurs la plaçaient en Suisse avec un banquier âgé ou à Monaco avec un prince mineur. Raphaël pensait rarement à elle maintenant. Son monde avait changé, s'était élargi d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Par une chaude soirée d'automne, ce fut Raphaël qui l'invita à dîner. « Je connais un endroit », dit-il avec un éclat dans les yeux. Il la ramena au bistrot. L'endroit était le même, mais tout était différent. Le maître d'hôtel les salua avec un respect renouvelé. Ils ne s'assirent pas à la grande table ostentatoire d'avant, mais dans un coin intime et discret pour deux. Lorsque le serveur vint prendre la commande, Raphaël regarda Louise, sourit et dans un français impeccable et fluide, commanda leur plat préféré et une bouteille du meilleur vin. Le serveur s'éloigna impressionné. Louise le regardait, ses yeux brillants à la lumière des bougies. « Ta prononciation est parfaite, » dit-elle. « J'ai eu la meilleure professeure, » répondit-il, prenant sa main sur la table. Le contact n'était plus repoussant, mais électrique, plein de promesses. « Je voulais venir ici ce soir pour remplacer un mauvais souvenir par un bon. Cet endroit n'est plus le décor d'une fin, c'est le décor de notre commencement. » Il leva sa coupe. « À la vérité. À une vie sans mensonge. À une vie de vérité. À la vérité. » répondit-elle, leur verre tintant doucement.
Le son résonna dans le restaurant, non pas comme un appel à l'ordre ou une annonce de trahison, mais comme le début d'une nouvelle musique, leur musique. 10 mois s'étaient écoulés depuis la nuit de la confrontation au restaurant. L'affaire judiciaire contre Jean-Pierre Dumont avait progressé lentement dans le système juridique brésilien, traînant à travers des audiences préliminaires et des manœuvres procédurales. Raphaël avait continué sa vie. Sa relation avec Louise s'épanouissait, grandissant de manière constante et naturelle, comme une plante bien entretenue. Ils avaient trouvé un rythme confortable, partageant leur temps entre son appartement à Itaim Bibi et le petit appartement d'elle à Pinheiros. Un dimanche ensoleillé, alors qu'ils marchaient main dans la main sur l'avenue Paulista, profitant de la rue fermée aux voitures, Raphaël s'accorda un moment de réflexion. Il observa les familles autour, les artistes de rue, les musiciens improvisant. La simplicité de la scène le toucha profondément. « À quoi penses-tu » demanda Louise, remarquant son regard distant. « À quel point les choses ont changé » répondit-il. « Il y a un an, je serais à un événement chic maintenant, entouré de gens que je croyais être mes amis, avec une femme que je croyais m'aimer. » Louise serra doucement sa main. « Cette vie te manque » Raphaël secoua la tête, lui souriant. « Pas une seconde. J'étais comme un acteur dans une pièce interminable. Maintenant, je suis juste moi-même. Et c'est beaucoup plus facile. » Elle lui sourit en retour, ses yeux brillants de cette sincérité qu'il appréciait tant. « Et tu es très bon à être toi-même, tu sais. » Ils continuèrent à marcher, s'arrêtant occasionnellement pour regarder une performance ou apprécier la vue de la ville. C'était une vie simple, vraie, et Raphaël découvrait chaque jour que c'était tout ce qu'il voulait vraiment. Le lundi, il arriva tôt au bureau, revigoré par le week-end relaxant. Son assistante, Clara, l'accueillit avec l'efficacité habituelle. « Bonjour, Monsieur Oliveira. Votre agenda aujourd'hui comprend la réunion avec les investisseurs à 10 heures, déjeuner avec Monsieur Mendes de la construction Horizon à midi et elle hésita, ce qui était inhabituel dans sa routine bien rodée. « Et » encouragea Raphaël. Clara semblait mal à l'aise. « Et il y a une personne qui attend de vous voir. » Elle n'avait pas de rendez-vous, mais a insisté sur le fait que c'était important. Elle a dit qu'elle attendrait le temps qu'il faudrait. Raphaël fronça les sourcils. « Qui ?»« Talisman Marcy, Pante. » Domato, elle s'est identifiée comme Isabelle Dumont. Le nom tomba comme une pierre dans le lac tranquille, en lequel sa vie s'était transformée. Isabelle. Après des mois de silence, après avoir complètement disparu de sa vie, elle était là, dans son bureau. « Depuis combien de temps attend-elle ?»« Depuis que je suis arrivé il y a 1 heure, » répondit Clara. « Dois-je lui demander de partir ?» Raphaël considéra l'idée un instant. Il serait facile de simplement la renvoyer, de refuser de la voir, de continuer sa vie comme si elle n'était jamais réapparue. Mais quelque chose en lui, la curiosité peut-être, ou le besoin d'une clôture définitive l'en empêcha. « Non, je vais la voir. Mais d'abord, appelez Maître Dubois et demandez-lui de venir immédiatement. Je veux que mon avocat soit présent pendant cette conversation. » Clara hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. « Oui, monsieur. Dois-je offrir quelque chose à mademoiselle Dumont pendant qu'elle attend ?» Raphaël faillit rire de la formalité. « Un café, c'est bien. Et Clara, s'il vous plaît, restez à proximité. Je ne veux pas être seul avec elle à aucun moment. » En attendant l'arrivée de son avocat, Raphaël essaya de se préparer mentalement à la rencontre. Quelle Isabelle verrait-il aujourd'hui? La femme charmante et passionnée qu'il avait cru connaître? La manipulatrice froide qui avait été exposée cette nuit-là au restaurant? Ou une nouvelle version, créée pour quel que soit le but qui l'amenait ici? Lorsque Maître Dubois arriva, Raphaël se sentit plus en sécurité. L'avocat était un homme expérimenté, qui avait aidé à naviguer dans le processus légal contre les Dumont avec habileté et discrétion. « Rappelez-vous » conseilla Maître Dubois alors qu'il se dirigeait vers la salle de réunion où Isabelle attendait, « Ne faites pas de promesses, n'admettez rien et ne signez absolument rien. » Raphaël hocha la tête. « Ne vous inquiétez pas. J'ai appris ma leçon à la dure. » En entrant dans la pièce, Raphaël faillit ne pas reconnaître la femme assise à la table. Isabelle était plus mince. Son visage avait perdu cette douceur soyeuse qui l'avait autrefois charmé. Ses yeux, toujours incroyablement bleus, semblaient plus durs, plus froids. Elle portait un tailleur élégant mais discret, très différent des vêtements extravagants qu'elle avait l'habitude de porter. Elle se leva quand elle les vit, un sourire hésitant sur ses lèvres. « Raphaël, dit-elle,
sa voix ayant toujours cette mélodie qu'il connaissait si bien. « Merci de me recevoir. »« Mademoiselle Dumont » répondit-il formellement, indiquant Maître Dubois à ses côtés. « Voici mon avocat qui sera présent pendant notre conversation. » Son sourire vacilla légèrement, mais elle garda son calme. « Ah, c'est moi compréhensible. Puis-je m'asseoir » Raphaël fit un geste affirmatif, prenant place de l'autre côté de la table, maintenant une distance de sécurité entre eux. Pendant un moment, personne ne parla. Le silence grandit, remplissant la pièce d'une tension palpable. Finalement, Isabelle prit une profonde inspiration et commença à parler. « Je sais que vous devez me haïr, » dit-elle, ses mains entrelacées sur la table. « Vous en avez tout à fait le droit. Ce que nous avons fait, ce que j'ai fait, est impardonnable. » Raphaël resta silencieux, son visage étant un masque neutre. Il ne lui donnerait pas la satisfaction de voir la moindre émotion, que ce soit de la colère ou de la peine. « Je ne suis pas venu demander pardon, » continua-t-elle, réalisant qu'il ne répondrait pas. « Je sais que ce serait trop demandé. Je suis venu parce que je suis dans une situation difficile, Raphaël. »« J'imagine que oui, » répondit-il finalement, sa voix froide. « Votre père fait face à de graves accusations. Votre réputation est ruinée. Il doit être difficile de trouver une nouvelle victime quand tout le monde connaît votre historique. » Isabelle se recroquevilla visiblement sous les mots durs, mais se ressaisit rapidement. « Je le mérite, » dit-elle baissant les yeux. « Je le mérite et bien plus encore. Mais ce n'est pas pour moi que je suis ici. » Elle marqua une pause, comme si elle rassemblait son courage. « C'est pour ma mère. » Raphaël haussa un sourcil, surpris par la direction que prenait la conversation. « Catherine, elle est venue me voir il y a quelques mois, vous vous souvenez? J'ai offert de l'aide dans les limites de la loi. Que peut-elle vouloir de plus? »« Elle est malade, Raphaël, » dit Isabelle, sa voix se brisant légèrement. « Très malade, cancer, stade avancé. Les médecins lui donnent quelques mois. » Raphaël échangea un regard avec son avocat. Maître Dubois garda une expression neutre, mais ses yeux mettaient en garde contre la prudence. Raphaël se tourna vers Isabelle. « Je suis désolé d'entendre cela, vraiment, mais je ne vois toujours pas ce que cela a à voir avec moi. » Isabelle redressa ses épaules comme si elle se préparait au véritable but de sa visite. « Elle veut mourir en France, Raphaël. Elle veut passer ses derniers jours dans sa patrie. Mais elle ne peut pas quitter le Brésil tant que le procès continue. Je suis venu demander, supplier si nécessaire, que vous retiriez les accusations contre elle. Seulement contre elle. Mon père peut faire face aux conséquences de ses actes, mais laissez ma mère rentrer chez elle. » Raphaël étudia son visage, cherchant des signes de fausseté, de manipulation. Il trouva quelque chose qui semblait sincère. De l'inquiétude, de la peur, même de l'amour, mais après tout ce qui s'était passé, comment pouvait-il faire confiance à sa perception? « Avez-vous des documents médicaux ?» demanda-t-il. « Quelque chose qui prouve ce que vous dites ?» Isabelle hocha la tête, ouvrant un dossier qu'elle avait apporté avec elle. Tous les examens, diagnostics, évaluations des spécialistes, vous pouvez vérifier avec les médecins directement, si vous le souhaitez. Raphaël passa les documents à Maître Dubois qui les examina rapidement. « Il semble légitime, » murmura l'avocat. « Mais nous aurions besoin d'une confirmation indépendante, bien sûr. » Raphaël hocha la tête, se tournant vers Isabelle. « Même si c'est vrai, pourquoi devrais-je aider? Votre mère était tout aussi impliquée que votre père dans le stratagème pour me voler. Elle n'a montré aucune compassion, aucun remords. »« Ah, je sais, » répondit Isabelle, et pour la première fois, Raphaël vit des larmes dans ses yeux. « Je sais que nous n'avons pas le droit de vous demander quoi que ce soit. Mais je le demande quand même. Pas pour moi ni pour elle, mais pour l'être humain que vous êtes, Raphaël. L'homme bon que j'aurais dû vraiment valoriser. » Elle essuya une larme, continuant avant qu'il ne puisse répondre. « Ma mère a commis des erreurs terribles. Moi aussi. Mais elle est en train de mourir, Raphaël, et personne ne devrait mourir loin de chez soi. » Raphaël sentit une confusion d'émotions en lui. Une partie de lui voulait rejeter la demande immédiatement, voir Isabelle et sa famille faire face à toutes les conséquences de leurs actions. Mais une autre partie, la partie que Louise avait aidé à renforcer en lui, hésitait. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-il finalement, « et de vérifier ces informations. »« Bien sûr, » accepta rapidement Isabelle. « Tout ce que je demande, c'est que vous y pensiez. Il y a un numéro dans ce dossier où vous pouvez me joindre. Je suis logé à l'hôtel Maxoud Plaza. » Elle se leva,
ajustant son sac sur son épaule. « Merci de m'avoir écouté, Raphaël. Je sais que je ne méritais même pas ça. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Raphaël ne put s'empêcher de demander « Où étais-tu pendant tout ce temps, Isabelle ?» Elle s'arrêta, sans se retourner complètement. « À Paris, initialement. Puis Genève. J'essayais de recommencer, je suppose. Ça n'a pas très bien marché. Ça insulte. Et le banquier suisse, le prince de Monaco? Les rumeurs étaient vraies. » Un sourire triste apparut sur ses lèvres. Les rumeurs sont toujours partiellement vraies, n'est-ce pas? Il y a eu des hommes? Oui, il y a toujours des hommes prêts à aider une femme désespérée. Mais rien comme ce que nous avions. Ou ce que je prétendais que nous avions. Sur ce, elle sortit, ne laissant derrière elle que le léger arôme d'un parfum que Raphaël avait autrefois associé au bonheur. Maître Dubois attendit que la porte se ferme avant de parler. « Vous n'envisagez pas sérieusement sa demande, n'est-ce pas ?» Raphaël se frotta le visage, subitement épuisé. « Je ne sais pas. Si Catherine est vraiment en train de mourir, même si elle l'est, » interrompit l'avocat, « rappelez-vous qui sont ces gens, des manipulateurs professionnels. Cela pourrait n'être qu'une autre ruse pour obtenir ce qu'ils veulent. »« Ah, je sais, » acquiesça Raphaël. « Croyez-moi, je le sais mieux que quiconque. Mais si c'est vrai... » Il ne termina pas la phrase. Au lieu de cela, il prit le téléphone et composa un numéro familier. « Louise, on peut se retrouver pour le déjeuner? Il s'est passé quelque chose dont nous devons discuter. » Ils se rencontrèrent dans un petit restaurant près du bureau de Raphaël, un endroit simple et accueillant qu'ils avaient découvert ensemble. Quand il raconta la visite d'Isabelle, il vit l'inquiétude grandir dans les yeux de Louise. « Tu la crois ?» demanda Louise après avoir entendu toute l'histoire. Raphaël remua son café, considérant la question. « Je ne sais pas. Une partie de moi veut croire que même Isabelle n'utiliserait pas la maladie de sa mère comme manipulation. Mais une autre partie ne lui fait plus confiance. » compléta Louise. « Et tu ne devrais pas. »« Que ferais-tu » demanda-t-il, valorisant son opinion plus que tout autre. Louise réfléchit un instant, ses yeux fixés sur la tasse devant elle. « Je vérifierai l'histoire d'abord, » dit-elle finalement. « Si c'est vrai, si Catherine est vraiment en train de mourir, je pense que tu devrais considérer la demande. » Raphaël la regarda avec surprise. « Après tout ce qu'ils ont fait ?» Louise rencontra son regard, ses yeux clairs et directs comme toujours. « Oui, exactement pour ça. Parce que tu es meilleur qu'eux, Raphaël. Parce que tu peux choisir la compassion, même quand ils ont choisi la cruauté. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond en lui, une vérité qu'il avait découverte ces derniers mois. La vraie force n'était pas dans la vengeance, mais dans la capacité de faire preuve de miséricorde. Il tendit la main sur la table, tenant la sienne. « Comment es-tu devenue si sage ?» Elle sourit, ce sourire qui illuminait tout son visage. « J'ai appris avec mon père, et maintenant j'apprends avec toi. » Dans les jours qui suivirent, Rémi suivit le conseil de Louise. Il engagea des médecins indépendants pour vérifier le diagnostic de Catherine. Il consulta ses avocats sur les implications légales de retirer les charges contre elle, tout en maintenant le dossier contre Jean-Pierre. Lorsque toutes les confirmations arrivèrent, Catherine, Dumont souffrait réellement d'un cancer en phase terminale. Rémi prit sa décision. Il organisa une rencontre avec Isabelle, cette fois dans un café neutre, un lieu public où il n'y aurait aucune place pour les mauvaises interprétations. Le docteur Martin l'accompagna à nouveau, tout comme Louise, à la demande spécifique de Rémi. Isabelle parut surprise de voir Louise, un éclair de quelque chose, reconnaissance, ressentiment, traversant rapidement son visage. « Merci d'être venu », dit Rémi, après que tout le monde se fut assis. « J'ai vérifié les informations que vous m'avez données. J'ai parlé au médecin. Votre mère est vraiment malade. » Isabelle hocha la tête, les yeux embués de larmes. « Oui, c'est réel. J'ai décidé de retirer les charges contre elle, » continua Rémi. « Mes avocats préparent les documents nécessaires. Catherine pourra rentrer en France d'ici une semaine, si tout se passe comme prévu. » Le soulagement sur le visage d'Isabelle était palpable. « Rémi, je ne sais pas comment vous remercier. » Il leva la main, l'interrompant. « Je ne fais pas cela pour vous ou pour elle. Je le fais parce que c'est le genre de personne que je veux être. » Son regard se tourna vers Louise un bref instant, trouvant en elle la force et l'approbation dont il avait besoin. « Les charges contre Jean-Pierre demeurent,
poursuivit-il, se tournant à nouveau vers Isabelle. Il fera face aux conséquences de ses actes, et c'est le maximum que je puisse faire. Isabelle acquiesça, acceptant les termes sans discussion. Je comprends, et je vous remercie quand même. Cela signifie beaucoup pour ma mère. Madame s'adressa. Elle hésita, regardant Louise. Vous devez être la serveuse, celle qui parlait français. Louise soutint le regard d'Isabelle sans ciller. Oui, c'est moi. Je devrais te haïr, dit Isabelle avec un sourire mélancolique. Tu as tout gâché. Non, corrigea Louise, sa voix calme mais ferme. C'est vous qui avez tout gâché. J'ai seulement révélé la vérité. Isabelle l'étudia un instant, puis rit doucement. Tu as raison, bien sûr. Et en te regardant maintenant, je vois ce que Rémi voit en toi. Une honnêteté que je n'ai jamais eue. Elle se tourna vers Rémi. Tu as bien choisi cette fois. Mieux que tu ne le méritais. Rémi ne répondit pas, mais sous la table, sa main trouva celle de Louise, la serrant légèrement. Isabelle se leva, prête à partir. Je suppose que nous ne nous reverrons plus. J'ai l'intention d'accompagner ma mère en France et d'y rester. Est-ce mieux ainsi? Convint Rémi. Elle hocha la tête, prenant son sac. Mais avant de s'en aller, elle se retourna une dernière fois. Par curiosité, comment as-tu découvert? Cette nuit-là, comment as-tu su que nous complotions contre toi? Rémi regarda Louise, puis de nouveau Isabelle. Quelqu'un a vu au-delà des apparences et s'est suffisamment soucié de moi pour me prévenir. Un dernier regard de compréhension passa sur le visage d'Isabelle. Je vois. Je crois que nous avons sous-estimé les mauvaises personnes. Sur ce, elle s'en alla, sortant de leur vie aussi abruptement qu'elle y était entrée, ne laissant derrière elle que le souvenir d'un rêve qui n'avait jamais été réel. Lorsqu'elle disparut dans la foule, Rémi se tourna vers Louise, voyant en elle tout ce qu'Isabelle ne pourrait jamais être. Vraie, forte, authentique. « Tu penses que j'ai fait ce qu'il fallait ?» demanda-t-il. Louise sourit, entrelaçant ses doigts dans les siens. « Je pense que tu as suivi ton cœur, et c'est pour cela que je t'aime. » Les mots, prononcés là, dans ce café ordinaire, au milieu d'un après-midi banal, étaient tout sauf ordinaires. C'était la première fois qu'elle disait ces trois mots, et ils tombèrent entre eux comme un présent précieux et fragile. « Moi aussi, je t'aime », répondit-il, les mots sortant facilement. Naturellement, sans le drame ou la grandiloquence d'avant, mais avec une vérité qui résonnait dans chaque syllabe. Et là, sous le regard discrètement approbateur du docteur Martin, ils scellèrent leur promesse d'un simple baiser, un baiser qui parlait de nouveau départ, de seconde chance, et du courage de croire à nouveau en l'amour. Un an s'était écoulé depuis le jour où Louise avait alerté Rémi du plan des Dumont. Un an de transformation, de découverte et, par-dessus tout, de vérité. Jean-Pierre Dumont avait été condamné à 5 ans de prison ferme pour fraude et association de malfaiteurs, bien qu'il ait fait appel de la sentence. Catherine, libérée des charges grâce à l'intervention de Rémi, était rentrée en France où, selon les nouvelles qui parvenaient occasionnellement, elle luttait contre la maladie qui la consumait. Isabelle avait complètement disparu de leur vie après cette dernière rencontre au café. Les réseaux sociaux la montraient occasionnellement à Paris ou sur la Côte d'Azur, toujours lors de fêtes élégantes, toujours avec un sourire que Rémi reconnaissait désormais comme forcé. Elle semblait avoir trouvé une nouvelle voie, loin du Brésil et des conséquences des actes de sa famille. La vie de Rémi avait pris une direction complètement différente. Sa relation avec Louise s'épanouissait, basée sur une confiance et un respect mutuel qu'ils n'avaient jamais expérimentés auparavant. Ils avaient retrouvé un équilibre, une routine confortable qui respectait l'indépendance de chacun tout en cultivant leur union. Louise continuait de travailler au bistrot, désormais en tant que gérante, un poste qu'elle avait obtenu par son propre mérite. Rémi dirigeait toujours ses entreprises, mais avec une nouvelle philosophie qui privilégiait non seulement le profit, mais aussi l'impact positif que ses affaires pouvaient avoir sur la société. Ensemble, ils avaient créé un petit projet, une fondation qui offrait des bourses d'études aux jeunes talents des quartiers défavorisés de São Paulo, leur donnant la chance que Rémi aurait aimé avoir dans sa jeunesse. L'idée était née lors d'une de leurs longues conversations nocturnes, lorsque Rémi avait confié à Louise à quel point il avait dû se battre pour se faire une place dans le monde des affaires, affrontant les préjugés et les portes fermées à chaque étape. Ce samedi matin-là, Rémi se réveilla au son de la pluie qui tambourinait doucement contre la fenêtre de l'appartement. Louise dormait encore à ses côtés,
son visage serein, ses cheveux éparpillés sur l'oreiller. Il l'observa un instant, émerveillé par la simplicité de la scène et par la profondeur du sentiment qu'elle éveillait en lui. Prenant soin de ne pas la réveiller, il se leva et se dirigea vers la cuisine pour préparer le café. Pendant que la machine à expresso travaillait, il regarda par la fenêtre la ville qui s'étendait en contrebas, grise sous la pluie persistante, São Paulo. La métropole implacable semblait plus douce ce matin-là, comme si la pluie lavait sa rudesse habituelle. Rémi pensa à la façon dont sa perception de la ville avait changé au cours de la dernière année. Les mêmes immeubles, les mêmes rues, le même ciel, mais vu désormais à travers des yeux qui avaient appris à valoriser l'authentique au-dessus du prestigieux, le réel au-dessus de l'apparent. « Bonjour », dit Louise entrant dans la cuisine, les cheveux ébouriffés et vêtue d'une de ses chemises. « Tu es réveillée depuis longtemps ?» Il sourit, lui tendant une tasse de café, juste assez pour admirer la vue et faire du café. Elle prit une gorgée, fermant les yeux de plaisir. « Parfait, comme toujours. » Ils s'assirent à la table du petit déjeuner, une routine du samedi qu'ils avaient établie. Rémi aimait ces moments tranquilles, où ils pouvaient simplement être ensemble, sans hâte ni prétention. « J'ai une proposition, » dit-il, après quelques minutes de conversation légère. « Que dirais-tu de voyager? Une semaine, peut-être 2, où tu veux. » Les yeux de Louise brillèrent d'intérêt. « Un voyage? Cela semble merveilleux. Mais le bistrot? Et tes entreprises ?» Rémi haussa les épaules. « Le bistrot peut survivre sans toi pendant quelques jours. Tu as bien formé ton équipe. Et quant à mes entreprises, eh bien, c'est à cela que servent les vice-présidents. » Elle rit, secouant la tête avec admiration. Qui aurait cru que le puissant Rémi Oliveira dirait un jour une chose pareille? « Tu as changé. »« J'ai changé pour le mieux, j'espère, » répondit-il prenant sa main sur la table. « Définitivement pour le mieux, » confirma-t-elle. « Alors, où irions-nous » Rémi hésita un instant. « En fait, j'avais un endroit précis en tête, mais je veux que ce soit ton choix. »« Quel endroit » demanda-t-elle, curieuse. « Paris. » Le mot plana. Entre eux, chargé de signification. Paris. La ville qui avait été le centre de tant de plans des Dumont. La ville que Rémi avait autrefois associée à la trahison et à la douleur. Louise l'étudia un moment, ses yeux sérieux. « Pourquoi » Rémi prit une profonde inspiration. « Parce que Paris ne devrait pas toujours être associé à eux dans notre histoire. Parce que c'est une ville magnifique qui mérite d'être vue à travers de nouveaux yeux. » Nos yeux. Il marqua une pause, serrant sa main. « Parce que je veux y créer de nouveaux souvenirs avec toi. » Un lent sourire se répandit sur le visage de Louise. « J'adorerais aller à Paris avec toi, Rémi. Ce serait parfait. » Ainsi, 2 semaines plus tard, ils embarquèrent sur le vol de nuit pour la capitale française. Le voyage fut tranquille, bercé par des conversations douces et des attentes partagées. Louise n'était jamais allée en Europe auparavant, et son enthousiasme était contagieux. À leur arrivée, Paris les accueillit avec un ciel clair et un soleil doux, illuminant les toits de zinc et les façades ornées qui rendèrent la ville si distinctive. Rémi avait réservé une suite dans un petit hôtel-boutique dans le Marais. Loin des lieux touristiques les plus évidents, mais suffisamment central pour qu'ils puissent explorer à pied. Les premiers jours furent consacrés aux classiques. Le Louvre, la Tour Eiffel, Notre-Dame en reconstruction après l'incendie. Louise absorbait tout avec des yeux avides, son français courant charmant les Parisiens et ouvrant des portes à des expériences que les touristes ordinaires avaient rarement. Rémi redécouvrait la ville à travers elle, là où il ne voyait auparavant qu'opulence et exclusivité, les restaurants étoilés, les boutiques de luxe, les clubs privés qu'Isabelle appréciait tant. Il remarquait maintenant la beauté dans les petites choses. Un simple petit déjeuner dans une boulangerie de quartier, le coucher de soleil vu des bords de la Seine, le murmure des conversations dans les jardins publics. Le matin du 5e jour, il se promenait dans le jardin du Luxembourg lorsque Rémi fit une suggestion inattendue. « Que dirais-tu de dîner au Grand Véfour ce soir ?» Louise le regarda avec surprise. Le Grand Véfour était l'un des restaurants les plus prestigieux et historiques de Paris, fréquenté par des célébrités et des politiciens, avec une liste d'attente qui s'étendait sur des mois. « Comment pourrais-tu obtenir une réservation comme ça, à la dernière minute ?» demanda-t-elle sincèrement curieuse. Rémi eut un sourire énigmatique. « Disons que j'ai planifié avec un peu d'avance. »« Tu as planifié cela avant même de m'inviter au voyage ?» Louise semblait impressionnée et un peu confuse. « Pourquoi »
Ce n'est pas vraiment notre genre. » C'était vrai. Ils avaient développé un goût partagé pour des lieux plus authentiques, moins prétentieux. Les restaurants qu'ils fréquentaient le plus à São Paulo étaient ceux où la nourriture et l'atmosphère parlaient de plus fort que le statut. « Fais-moi confiance », dit Rémi, ses yeux brillants d'un secret contenu. « Il y a une raison. » Louise accepta, trop intriguée pour refuser. Ce soir-là, elle porta la seule robe de soirée qu'elle avait apportée. Un modèle noir simple mais élégant. Rémi, dans son costume bien coupé, ressemblait davantage à l'homme d'affaires prospère qu'il était, et moins à l'homme décontracté des derniers jours. Le Grand. Véfour les accueillit avec la pompe attendue d'un restaurant historique qui servait l'élite parisienne depuis 1784. Miroirs dorés, peintures classiques et lustres en cristal ornaient l'ambiance, créant une atmosphère d'opulence qui rappelait une autre époque. Le maître d'hôtel les conduisit à une table spéciale dans un coin discret du salon principal avec vue sur les jardins du Palais Royal. Rémi remarqua que Louise, normalement si à l'aise dans n'importe quel environnement, semblait un peu tendue. « Tout va bien ?» demanda-t-il, après que le sommelier eut servi le champagne qu'ils avaient commandé. Elle esquissa un petit sourire. « Oui, c'est juste que cet endroit est tellement différent de tout ce que nous faisons ensemble d'habitude. Ça me rappelle Ruth Isabelle et les Dumont, compléta-t-il, comprenant immédiatement. Leur monde. Louise hocha la tête, un peu gênée. Excuse-moi, c'est idiot. L'endroit est magnifique, vraiment. Rémi prit sa main sur la table. Ce n'est pas des idiots, et c'est exactement pour cela que nous sommes ici. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais prisonnier d'un monde d'apparence. Un monde où des restaurants comme celui-ci étaient des symboles de statut, pas des lieux pour vraiment apprécier un repas. Un monde où les gens que je croyais être ma famille utilisèrent des endroits comme celui-ci comme décor pour leur manigance. Louise écoutait attentivement, ses yeux fixés sur les siens. Tu m'as montré un monde différent, Louise. Un monde de vérité, de simplicité, de connexion réelle. Et pour cela, je te suis éternellement reconnaissant. Il serra doucement sa main. Mais j'ai aussi réalisé que nous ne pouvons pas simplement éviter des endroits comme celui-ci pour toujours, comme s'ils étaient contaminés par le passé. Le problème n'a jamais été le restaurant, ou la ville, ou n'importe quel endroit. Le problème, c'était les gens et leurs intentions. Elle sourit, comprenant. Alors nous sommes ici pour réclamer ces espaces? Pour créer de nouveaux souvenirs? Exactement, confirma Rémi. Pour montrer que nous pouvons être n'importe où tant que nous y sommes en étant véritablement nous-mêmes. Le dîner se déroula à un rythme lent et agréable. La nourriture était comme prévu exceptionnelle. Chaque plat une œuvre d'art gastronomique. Mais pour Rémi, le vrai plaisir était d'observer Louise se détendre progressivement, de la voir apprécier l'expérience sans réserve, de partager avec elle des commentaires honnêtes sur chaque saveur, chaque texture. Ce fut entre le dessert et le café que Rémi révéla finalement le véritable but de la soirée. « Il y a autre chose dont je veux discuter avec toi », dit-il, sa voix soudain plus sérieuse. Louise le regarda, un sourcil levé par la curiosité. « Cela semble important. »« C'est la chose la plus importante dont j'ai jamais discuté avec quelqu'un, » confirma-t-il. Il prit une profonde inspiration, rassemblant le courage pour les mots qu'il avait répétés mentalement pendant des jours. « Louise, cette dernière année a été la plus authentique de ma vie. Tu m'as enseigné la valeur de l'honnêteté. Non seulement avec les autres, mais avec moi-même. Tu m'as montré que la vraie richesse réside dans les connexions sincères que nous établissons, dans les personnes que nous choisissons d'avoir à nos côtés. » Il marqua une pause, remarquant comment ses yeux commençaient à briller avec la compréhension de ce qui allait arriver. « Je t'aime. Non pas comme j'ai aimé auparavant, basé sur des illusions ou des attentes, mais comme un homme qui voit clairement qui tu es et aime chaque partie, chaque défaut, chaque qualité. » Que d'un mouvement fluide, il sortit quelque chose de la poche intérieure de sa veste, une petite boîte en velours bleu foncé. « Je ne t'offre pas un empire, ni une vie de luxe, ni des promesses grandioses. Je t'offre seulement la vérité, que je veux passer le reste de ma vie à construire quelque chose de réel avec toi. » Il ouvrit la boîte, révélant un anneau simple mais élégant, un saphir solitaire entouré de petits diamants. « Louise Mendes, me ferais-tu l'honneur de m'épouser ?» Le temps sembla se figer. Le brouhaha du restaurant disparut, ne laissant que le son de leur cœur battant à l'unisson.
Les yeux de Louise, pleins de larmes non versées, ne quittèrent jamais les siens, tandis qu'elle traitait l'instant. La question, la signification profonde derrière elle. Puis, lentement, un sourire illumina son visage, commençant sur ses lèvres et se répandant jusqu'à atteindre ses yeux, la transformant en la plus belle vision que Rémi ait jamais contemplée. « Oui », répondit-elle, sa voix ferme malgré l'émotion. « Oui, Rémi Oliveira, je t'épouserai. » Il glissa l'anneau à son doigt, la pierre bleu profond s'accordant parfaitement à sa personnalité, non ostentatoire, mais d'une beauté indéniable qui brillait de l'intérieur. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent au-dessus de la table, scellant la promesse faite, Rémi ressentit une certitude qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Ce n'était pas une décision basée sur des attentes sociales ou l'illusion d'une famille parfaite. C'était un choix conscient, fait par deux adultes qui avaient vu le pire l'un de l'autre et avaient pourtant choisi l'amour. Cette nuit-là, alors qu'ils marchaient main dans la main le long des bords de la Seine, la tour Eiffel scintillant au loin, Rémi pensa au voyage extraordinaire qui les avait menés jusqu'ici. D'un avertissement urgent chuchoté dans un couloir sombre à une demande en mariage dans l'un des restaurants les plus romantiques de Paris. La vie avait pris de nombreux détours, mais chaque virage, chaque obstacle, chaque moment de douleur avait conduit à ce présent parfait et à la promesse d'un avenir construit sur la plus solide des fondations, la vérité. « À quoi penses-tu » demanda Louise, remarquant son silence contemplatif. Rémi sourit, serrant sa main. « Je pense qu'il faut parfois tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. » Louise acquiesça, comprenant parfaitement. « Et il faut parfois servir beaucoup de café pour trouver la bonne personne à qui servir le reste. » Ils rirent ensemble, le son résonnant légèrement dans la nuit parisienne, un prélude aux nombreux rires qui viendraient dans les années suivantes. Paris, la ville que Rémi avait autrefois associée à la trahison, serait désormais à jamais l'endroit où lui et Louise avaient scellé leur engagement envers la vérité, envers l'amour sincère, envers une vie construite non sur les apparences, mais sur la base solide de l'honnêteté. L'anneau au doigt de Louise captait occasionnellement le reflet des lumières de la ville, un rappel scintillant non de la valeur matérielle du bijou, mais de la valeur inestimable de la promesse qu'il représentait. Une promesse de vérité, dans un monde souvent construit sur des mensonges. Une promesse qui avait commencé par les mots chuchotés d'une serveuse courageuse « Vous devez partir d'ici maintenant ». Des mots qui, ironiquement, avaient été le début d'un voyage vers l'endroit où il appartenait vraiment. À ses côtés, le soleil d'octobre baignait le jardin de la maison de campagne aux abords de São Paulo d'une lumière dorée et chaleureuse. Des lanternes de papier pendaient des arbres centenaires, se balançant doucement avec la brise de l'après-midi. Des tables rustiques en bois, recouvertes de nappes de lin blanc et décorées d'arrangements de tournesol et de lavande, étaient disposées en demi-cercle autour d'un petit kiosque. C'était un décor simple mais élégant, sans ostentation, sans exagération. Juste la beauté naturelle du paysage brésilien rehaussé par des touches délicates, exactement comme Rémi et Louise l'avaient imaginé pour le jour de leur mariage. Dans la maison principale, convertie en une élégante auberge il y a quelques années, Rémi ajustait sa cravate devant le miroir. Ce n'était pas un smoking élaboré, comme celui qu'il avait prévu de porter pour son mariage avec Isabelle, mais un costume bleu marine bien coupé, avec une chemise blanche simple et une cravate en soie dans un ton de bleu plus clair. Il avait opté pour quelque chose qui le ferait se sentir à l'aise, quelque chose qui reflétait qui il était vraiment, et non qui il pensait devoir être. « Nerveux ?» demanda Richard, son ami d'enfance et témoin, lui tendant un verre de whisky. Rémi sourit, acceptant la boisson. « Étrangement, non. C'est la première fois de ma vie que j'ai une certitude absolue sur quelque chose. » Richard lui tapota l'épaule avec approbation. « C'est comme ça que ça devrait être. Toi et Louise. Vous avez du sens, tu sais, d'une manière que toi et Isabelle n'avaient jamais eue. Garant, tu ne l'as jamais aimée, n'est-ce pas ?» demanda Rémi, curieux. Richard haussa les épaules. « Disons que j'ai toujours senti qu'elle jouait un rôle. Louise est vraie, n'importe qui peut le voir. » Rémi acquiesça, pensif. Même ses amis les plus proches avaient aperçu ce que lui, aveuglé par le désir d'appartenir, n'avait pas réussi à voir. Une leçon tardive sur l'importance de faire confiance aux instincts de ceux qui se souciaient vraiment de lui. De l'autre côté de la maison, dans une chambre éclairée par le soleil de l'après-midi, Louise terminait de se préparer,
aidée par sa sœur cadette, Marianne, et par sa meilleure amie, Thérèse. « Tu es éblouissante », soupira Marianne, ajustant la délicate couronne de fleurs blanches dans les cheveux lâchés de sa sœur. Louise se regarda dans le miroir, reconnaissant à peine la femme qui la fixait. Sa robe était une création simple en soie couleur champagne, qui tombait jusqu'au sol en lignes douces et élégantes. Pas de broderie élaborée, pas de traîne exagérée, juste le tombé parfait du tissu de qualité sur son corps. « Tu crois ?» demanda-t-elle incertaine. « Ce n'est pas trop. Simple. C'est parfait, assura Thérèse, arrangeant la bretelle de la robe. C'est toi, Louise. Élégante sans être excessive, belle sans essayer d'impressionner qui que ce soit. Louise sourit, sentant les papillons dans son estomac. Ce n'était pas de la nervosité ou du doute, mais l'émotion pure de savoir que dans quelques minutes, elle s'engagerait avec l'homme qui était entré dans sa vie de la manière la plus inattendue possible. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Je peux entrer ?» vint la voix de son père, Charles. « Bien sûr, papa !» répondit-elle, se tournant pour l'accueillir. Charles Mendes entra dans la pièce, s'arrêtant à la porte en voyant sa fille vêtue de sa robe de mariée. Ses yeux, généralement si contenus, se remplirent d'émotion. « Ma fille, » dit-il, la voix étranglée. « Charlotte, tu es magnifique. » Louise sentit les larmes menacées de couler, mais se retint. « Merci, papa. » Charles s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « Tu sais que j'ai toujours voulu le meilleur pour toi. J'ai toujours voulu que tu trouves quelqu'un qui t'apprécie pour ce que tu es. Quelqu'un qui verrait la femme incroyable que j'ai toujours vue. » Louise acquiesça, émue par les paroles rares de son père, toujours si économe en démonstration d'affection. « Quand tu as commencé à sortir avec Rémi, continua-t-il, j'avoue que j'étais inquiet. Un homme riche, puissant, sortant tout juste d'une relation compliquée. Cela ressemblait à une recette pour le désastre. » Il sourit, serrant ses mains. « Mais ensuite, je l'ai rencontré. J'ai vu comment il te regarde, comment il t'écoute, comment il te respecte. J'ai vu qu'il n'est pas avec toi malgré qui tu es, mais exactement pour qui tu es. »« Oh, papa, » murmura Louise, une larme s'échappant finalement. « Attention au maquillage, » avertit Marianne, se précipitant pour prendre un mouchoir. Charles rit, essuyant doucement la larme de sa fille. « Ce que je veux dire, c'est, je suis fier, Louise, fier de la femme que tu es devenue, et heureux que tu aies trouvé quelqu'un digne de ton amour. » À ce moment-là, plus que n'importe quel bijou ou cadeau coûteux, les paroles de son père étaient le trésor le plus précieux que Louise pouvait recevoir. Dehors, dans le jardin, les invités commençaient à s'installer. Ce n'était pas une foule immense. Rémi et Louise avaient opté pour une cérémonie intime, avec seulement la famille et les amis proches. Environ 60 personnes, très différents des 300 invités qu'Isabelle avait prévus pour leur mariage précédent. Parmi les présents, il y avait l'équipe du bistrot où tout avait commencé. Maintenant géré par Louise et son associé, Paul, qui avait racheté l'établissement à l'ancien propriétaire lorsque celui-ci avait décidé de prendre sa retraite. Il y avait aussi des cadres des entreprises de Rémi qui étaient devenus de véritables amis au fil des 2 dernières années, à mesure qu'il transformait la culture d'entreprise de ses organisations. Curieusement, Catherine Dumont était parmi les invités. Contre toute attente, elle avait survécu au cancer, une rémission que les médecins considéraient presque miraculeuse. Elle était venue seule de France, après avoir échangé quelques lettres étonnamment honnêtes avec Rémi au cours de la dernière année. C'était une présence discrète, vêtue de l'élégance sobre qui l'avait toujours caractérisée, mais sans l'arrogance d'avant. Les épreuves avaient changé Catherine, adoucissant ses angles, apportant une humilité tardive qui l'avait rendue, de manière inattendue, une alliée. La musique commença, une mélodie douce jouée par un quatuor à cordes. Rémi prit place sous le kiosque, à côté du juge de paix qui conduirait la cérémonie. Son cœur s'accéléra lorsqu'il vit Charles apparaître à la porte de la maison, offrant son bras à Louise. Et puis elle marchait vers lui, radieuse sous la lumière dorée de la fin de l'après-midi, plus belle qu'il ne l'avait jamais vue. Ce n'était pas la beauté fabriquée et calculée à laquelle il était habitué dans le monde des affaires et des hautes sphères sociales. C'était une beauté authentique qui venait de l'intérieur, de l'éclat dans ses yeux, du sourire sincère sur ses lèvres, de la confiance tranquille dans ses pas. Lorsqu'elle arriva jusqu'à lui, lorsque leurs mains se rencontrèrent, Rémi ressentit une certitude qui transcendait tout doute. C'était le moment vers lequel toute sa vie avait convergé, sans qu'il le sache.
La cérémonie fut brève et significative. Ils avaient écrit leurs propres vœux, des mots qui venèrent du cœur, non des phrases toutes faites ou des promesses grandioses. « Louise, » commença Rémi, sa voix ferme malgré l'émotion, « avant toi, je vivais dans un monde de miroirs, où tout ce que je voyais n'était que des reflets de ce que je voulais voir, de ce que les autres voulèrent que je voie. Tu as été le vent qui a brisé ces miroirs, qui m'a montré la réalité dans toute sa beauté imparfaite. » Il serra légèrement ses mains, continuant « Je promets de t'aimer non avec des mots vides ou des gestes grandioses, mais avec la vérité de chaque jour. Je promets d'être à tes côtés non comme l'homme que le monde pense que je suis, mais comme l'homme que je suis lorsque nous sommes ensemble, imparfait, parfois têtu, mais toujours sincère. Je promets de construire avec toi une vie basée non sur les apparences, mais sur la substance, non sur les attentes, mais sur les découvertes partagées. » Les yeux de Louise brillaient de larmes contenues, tandis qu'elle écoutait. Lorsque vint son tour, elle prit une profonde inspiration, rassemblant le courage de parler devant tout le monde. « Rémi, » commença-t-elle, sa voix douce mais claire. « J'avais l'habitude de t'observer au restaurant jour après jour, et je voyais un homme divisé entre qui il était vraiment et qui il pensait devoir être. Lorsque le destin nous a rapprochés de cette manière inattendue, je ne savais pas que nous commencions un voyage qui changerait nos vies pour toujours. » Elle sourit, continuant. « Je promets de t'aimer non pour ce que tu as accompli ou ce que tu possèdes, mais pour l'homme que je vois quand tous les autres ont cessé de regarder. Je promets de te défier lorsque tu oublieras tes propres vérités et de te soutenir lorsque le monde semblera trop lourd à porter seul. Je promets de construire avec toi non seulement un foyer, mais un sanctuaire où nous pourrons être simplement nous-mêmes dans toute notre vérité. » Lorsqu'ils échangèrent les alliances, de simples anneaux d'or blanc, sans ornements inutiles, et furent déclarés mari et femme, le baiser qui scella leur union ne fut pas seulement un geste d'amour, mais un symbole de tout ce qu'ils s'étaient promis, vérité et acceptation, partenariat sincère. La célébration qui s'ensuivit reflétait parfaitement l'essence du couple. Bonne nourriture servie avec une simplicité élégante, vins choisis pour leur saveur et non pour leur prestige, musique qui invitait à la danse sans ostentation. Les conversations coulaient librement entre les tables, sans la rigidité protocolaire des événements sociaux que Rémi avait fréquentés dans le passé. À un moment de la soirée, Rémi trouva Catherine assise seule, observant les invités avec un sourire mélancolique. « Puis-je me joindre à vous ?» demanda-t-il, s'approchant avec 2 coupes de champagne. Catherine leva les yeux, surprise. « Bien sûr, c'est votre mariage après tout. » Rémi rit doucement, s'asseyant et offrant l'une des coupes. « Merci d'être venu. Cela signifie beaucoup pour moi. » Catherine accepta la boisson, ses yeux étudiant l'homme en face d'elle. « Vous êtes heureux ?» observa-t-elle. « Vraiment heureux. Ce n'est pas seulement une apparence. » confirma-t-il simplement. « Je le suis. » Ils restèrent silencieux un instant, observant Louise converser avec animation avec un groupe d'amis de l'autre côté du jardin. « Vous savez, » dit Catherine finalement, « lorsque Jean-Pierre et moi nous sommes mariés, ce fut un événement grandiose à Paris. 300 invités, la crème de la société française. Une réception qui a duré jusqu'à l'aube. » Elle marqua une pause, prenant une gorgée de champagne. Et pourtant, avec le recul, je ne me souviens pas d'un seul moment de joie sincère ce jour-là. Tout était question d'impressionner les autres, de sauver les apparences. Rémi la regarda avec surprise. Il ne s'attendait jamais à une telle confession de la toujours composée Catherine Dumont. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» demanda-t-il, la curiosité l'emportant sur la prudence. « Comment êtes-vous passé d'un couple amoureux à... eh bien, à ce que vous êtes devenu ?» Catherine considéra la question pendant un long moment. « L'ambition, » répondit-elle finalement. « Au début, c'était juste le désir de prospérer, de donner à notre fille tout ce que nous n'avions pas eu. Mais avec le temps, c'est devenu une faim insatiable. Chaque conquête ne faisait qu'alimenter le désir de plus. » Elle soupira un son fatigué. « Et à un moment donné, nous avons oublié de nous demander pourquoi. Pourquoi voulions-nous plus? Pourquoi ce n'était jamais suffisant ?» Elle regarda Rémi directement, ses yeux clairs libérés de l'arrogance qui les dominait autrefois. « Ne commettez pas nos erreurs, Rémi. Ne perdez jamais de vue ce qui compte vraiment. Ne permettez jamais que le plus devienne plus important que le pourquoi. » Rémi acquiesça, touché par la sincérité inattendue. « Merci pour le conseil. Et d'être là aujourd'hui. »« Non !» répondit-elle,
un sourire sincère adoucissant son visage. C'est moi qui vous remercie de me permettre de voir que tout ce que nous touchons n'est pas condamné à se transformer en cendres. Avant que Rémi ne puisse répondre, Louise s'approcha radieuse dans sa robe de mariée. « Puis-je voler mon mari pour une danse ?» demanda-t-elle, tendant la main à Rémi. « Certainement, » répondit Catherine, se levant gracieusement. « Félicitations, Louise. Vous êtes une mariée magnifique, et plus important encore, une personne extraordinaire. » Louise la regarda avec surprise, mais accepta le compliment avec un sourire doux. « Merci, Catherine. J'apprécie beaucoup que vous soyez venue. » Alors que Rémi conduisait Louise vers la piste de danse improvisée, où d'autres couples se déplaçaient déjà au son de la musique, il ne put s'empêcher de réfléchir au chemin étrange que la vie avait tracé. Qui aurait pu imaginer, cette nuit tendue dans le couloir du bistrot, que 2 ans plus tard, il danserait à son mariage avec la serveuse qui l'avait sauvé, tandis que son ex-future belle-mère observait avec approbation. « Tu es loin », commenta Louise, remarquant son regard distant. Rémi ramena son attention sur elle, sur le visage qui était devenu le centre de son monde. « Je pensais juste à quel point la vie est imprévisible, à quel point un seul moment, une seule décision peut tout changer. Tu regrettes, Tapeza ?» le taquina-t-elle, un sourcil levé avec amusement. « Pas une seule seconde, » répondit-il, la faisant tourner doucement au rythme de la musique. « Tu m'as sauvée, Louise. Non seulement de leur plan, mais de moi-même, de la personne que j'étais en train de devenir. » Elle secoua la tête, ses yeux sérieux malgré le sourire. « Non, Rémi, j'ai juste montré la porte. Tu as choisi de la franchir. Tu as choisi la vérité, même quand elle était douloureuse. Tu t'es sauvé toi-même. » Il l'attira plus près, sentant la chaleur de son corps contre le sien, la solidité de sa présence. « Alors disons que nous nous sommes sauvés mutuellement, » proposa-t-il, « et nous continuerons de le faire chaque jour pour le reste de nos vies. » « Faites ce marché conclu, » accepta-t-elle, se penchant pour un baiser qui scella une autre promesse entre eux. La fête continua tard dans la nuit, les lanternes illuminant le jardin d'une douce lueur, tandis que les étoiles apparaissaient dans le ciel de printemps. Rire, musique, conversation sincère. La célébration reflétait exactement ce que Rémi et Louise avaient construit ensemble, un espace où la vérité était valorisée au-dessus des apparences, où les connexions étaient sincères, où il n'y avait pas besoin de masques ou de prétentions. Bien plus tard, lorsque la majorité des invités étaient déjà partis et que seuls quelques amis intimes restaient, Rémi et Louise s'échappèrent pour un moment d'intimité. Main dans la main, ils marchèrent jusqu'à une petite colline derrière la propriété, d'où ils pouvaient voir les lumières de la fête et, au loin, l'éclat de la ville. « Merci », dit Rémi doucement, brisant le silence confortable entre eux. « De quoi ?» demanda Louise, appuyant sa tête sur son épaule. « De m'avoir tiré par le bras dans ce couloir. D'avoir dit ces mots qui ont tout changé. Vous devez partir d'ici maintenant. » Elle rit, le son mélodieux résonnant dans la nuit tranquille. Qui aurait cru qu'un avertissement de danger se transformerait en une invitation à la plus grande aventure de notre vie. La vie a un sens de l'humour intéressant, convint Rémi. Ils restèrent là observant la nuit, 2 cœurs qui avaient trouvé leur chemin l'un vers l'autre à travers des circonstances extraordinaires. Ce n'était pas un conte de fées. Ils avaient tous deux assez vécu pour savoir que de telles choses n'existaient pas. C'était mieux. Une histoire réelle, avec des douleurs réelles et des joies réelles, construite sur la base solide de la vérité mutuelle. « Prête à commencer le prochain chapitre, Madame Oliveira ?» demanda Rémi, l'enlaçant par la taille. Louise sourit, regardant l'homme qu'elle avait choisi comme partenaire de vie. « Plus que prête, Monsieur Oliveira, plus que prête. » Et sous le ciel étoilé d'une nuit parfaite, ils scellèrent la promesse d'un baiser qui parlait non seulement de passion, mais de quelque chose de beaucoup plus rare et précieux. Une connexion véritable entre 2 âmes qui avaient trouvé, enfin, leur place dans le monde, l'une à côté de l'autre. Fin de l'histoire, chers auditeurs. Nous espérons que l'histoire de Rémi et Louise a touché vos cœurs. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Retrouvez-la ici en cliquant à votre gauche. Si vous avez aimé ce récit sur la vérité et les nouveaux départs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un pouce bleu sur cette vidéo. Chaque jour, nous vous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie humaine. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous attendons vos commentaires,
pour savoir quel moment de cette histoire vous a le plus marqué.